une production du Studio SF. Re-bienvenue à Science Radio, le podcast où j'explore les grands mystères de la science et de la santé humaine en compagnie d'une personnalité publique et d'un expert ou une experte de la thématique. Ce projet est rendu possible grâce au soutien des fonds de recherche du Québec et du scientifique en chef. Si, comme nous, vous adorez la science et être au courant tous les jours de l'actualité scientifique pour déboulonner des mythes, eh bien, faites comme nous et allez suivre le scientifique en chef sur ces différentes plateformes. Aujourd'hui, on parle d'un sujet fascinant. On parle de microbiote intestinal. Et pour ce faire, j'ai été accompagnée d'Alexandra Pépin, qui est nutritionniste et qui, au moment de publier l'épisode, sera docteur en nutrition, diplômée de l'Université d'Ottawa. Donc, au moment d'enregistrer, Alexandra était à 2-3 semaines de défendre sa thèse de doctorat qui a entre autres porté sur l'étude du microbiote intestinal. Alexandra, super vulgarisatrice, qui a apporté une tonne de faits scientifiques super intéressants concernant un sujet qui est vraiment en ébullition, en effervescence, mais pour lequel il y a aussi beaucoup de désinformation. J'ai aussi été accompagnée de Joanie Grenier, qu'on connaît très bien comme co-animatrice du podcast Sexe oral, mais qui s'est aussi développée une passion pour le sujet du microbiote dans les dernières années. Donc, vraiment un échange super riche avec plein de questions pour mieux comprendre c'est quoi le microbiote intestinal, qu'est-ce qui l'affecte au niveau de l'alimentation, quels aliments privilégier, est-ce qu'il y en a certains auxquels on devrait faire plus attention. Et on a aussi quand même pas mal parlé dans un contexte où on est parent, où on a des enfants et qu'on veut faire des choix qui sont adéquats pour eux, comment prendre des bonnes décisions entourant justement les choix alimentaires qu'on va faire pour nos enfants. Donc vraiment un épisode super riche d'un point de vue scientifique, mais aussi très pratico-pratique sur comment prendre des bonnes décisions au quotidien pour son alimentation, mais aussi développer un esprit critique par rapport à tout ce qu'on entend concernant le microbiote. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Et bon matin les filles! Bon Salut! Matin. Alexandra Pépin, nutritionniste, docteur en nutrition, chercheuse à l'Université d'Ottawa, qui a fait la route ce matin. Merci d'être là. Ça va bien? Oui. Joanie Grenier, est-ce que j'ai besoin de te présenter? On est comme à la maison en ce moment, co-animatrice de Sexe oral, femme de multiples projets. Merci beaucoup à vous deux d'être là aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est hyper fascinant. Je pense que les trois, on a quand même une passion, une effervescence commune pour parler du microbiote. J'ai envie de... Moi, j'aime bien connaître mes invités avant qu'on plonge dans la science du sujet. Joanie, on te connaît justement beaucoup pour Sexe oral, tout le travail que tu fais avec Eros et compagnie et tous tes autres beaux projets dans ce domaine-là. Mais récemment ou dans les derniers mois sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup émergé cet intérêt pour le microbiote intestinal. Avant que tu arrives, on se demandait, bon, est-ce que tu allais avoir ton beau smoothie pour accompagner l'enregistrement? Donc, d'où vient cet intérêt pour le microbiote? Ouais, j'ai comme fait un genre de coming out, puis j'étais comme, c'était bien intense, mon enfant. J'ai fait un shooting photo, j'étais comme, là, je suis pas juste une fille qui parle de sexe, OK? En fait, l'intérêt a commencé, moi, j'ai étudié, j'ai fait une technique en diététique, j'ai fait 2 ans. Ma dernière année, j'ai lâché, en fait, parce que j'ai eu le poste chez Eros et compagnie. Je me suis dit, je vais voir si j'aime ça, Eros, puis si... C'est cool. Puis finalement, à ce moment-là, je me rappelle parce que une de mes passions, ça a toujours été la nutrition puis aider les gens. Ça a toujours été ça, c'est aider les gens dans leur nutrition, aider les gens tout court, donner des conseils. Mais à ce moment-là, quand j'ai eu ce poste-là, parce que je faisais déjà des démos à domicile, fait que j'avais déjà j'aimais vraiment ça. Mais là, je me suis dit, il y a tellement de monde pour aider les gens dans leur santé nutritionnelle, santé physique, santé psychologique. Mais à ce moment-là, il y a 13 ans, parce que ça fait 13 ans que je fais ça, il n'y avait personne pour aider les gens dans leur santé sexuelle. Puis moi, j'avais beaucoup de problèmes justement au niveau sexuel. Fait que j'ai dit, garde, je change, je m'en vais là-dedans. Fait que j'ai laissé de côté la nutrition. Puis mon appel, mon amour pour la nutrition est revenu soudainement dû à mon petit garçon. J'ai 2 enfants. Puis mon petit garçon, Louane, qui a 2 ans, qui a eu beaucoup d'antibiotiques depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il y a eu comme un appendicite, il y a eu des otites à répétition. Puis ça, les otites à répétition qui fait en sorte qu'il a pris beaucoup d'antibiotiques. Son système immunitaire, il a été vraiment affecté, même si certains docteurs peuvent dire que non. Maintenant, je le sais, c'est ça. Fait que
ça faisait qu'il attrapait tout. Fait que là, il attrapait quelque chose de grave. Fait que là, une pneumonie, une Ça recommence, c'est comme ça un cercle. recommence tout le temps. Et là, il était à la garderie parce qu'il fallait être à la garderie. Et Bonne là, chance la première année, oh là. mon Dieu. Et ça a dû être l'enfer. Non, mais moi, demander au podcast, à un moment donné, j'étais comme, je suis désolée. C'est ma 5e gastro. Je dois manquer tout le temps. Il est tout le temps malade. Puis c'est pas juste des gastros, c'était vraiment des antibiotiques qu'il devait prendre. Fait que, puis sur le coup, tu sais, c'était comme... Puis c'était beaucoup privé parce que j'allais souvent au privé pour avoir quelque chose de plus rapide puis tout ça. Fait que sur le coup, OK, antibiotiques, puis je savais pas l'impact de ça sur mon petit garçon. Puis finalement, tu sais, encore à ce jour, il faut que j'aille voir un gastro-entérologue en ce moment parce que crème, il a jamais fait de caca dur, c'est des gros caca mous. C'est vraiment... Il y a beaucoup de problèmes, mon petit garçon, par rapport, je pense, aux antibiotiques. Il y a peut-être d'autres choses, là. Mais ça a été l'élément, je pense, qui a comme vraiment affecté. Fait que dû à ça, c'est là que j'ai écouté un reportage sur Netflix sur le microbiote intestinal. Puis là, ça a fait comme tabarouette. Là, j'ai vu le lien que mon petit garçon. Puis là, j'ai fait, OK, je dois aider mon garçon. Je dois tout faire en mon pouvoir pour pouvoir essayer de rétablir son microbiote intestinal parce que clairement, il est foutu. En ce moment, il y en a plus, là, tu sais. Fait que j'ai commencé à écouter plein de podcasts là-dessus. Je fais le ménage aujourd'hui. Hier, j'ai fait le ménage toute la journée. J'écoute des podcasts. Je réécoute les mêmes podcasts. Plusieurs professionnels différents pour avoir plusieurs avis pour être sûr. Puis finalement, j'ai finalement moi-même pris un cours sur le microbiote intestinal à l'Université de Laval que j'ai terminé. Que justement, il y a beaucoup de mots que je comprenais pas, justement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez... En tout cas, c'est vraiment ça. Ça a été mon petit garçon. La main. Mais bon, oui, je vais lever la main. Fait que là, mon monologue est terminé, mais ça a été mon petit garçon. Puis quand mon petit garçon, là, j'ai fait, hey, mais moi aussi, tu sais, moi, j'ai eu 2 dépressions postpartum. Puis c'est fou parce que j'ai dit, tant qu'à ça, moi aussi, je vais embarquer là-dedans. Et tout, là, la gang, je suis comme, hey, il y a tellement de gens qui vivent l'anxiété, dépression, ci, ça, mais on est ensevelés de produits transformés, on est ensevelés de tout ça qui fait en sorte. Fait que moi, le changement drastique que j'ai fait pour mon petit garçon, que j'ai fait pour moi aussi, puis pour ma fille, puis pour mon chum, c'est 360. Genre, mon bonheur est revenu. Tu sais, c'était rendu que c'était un genre de... pas un fake bonheur, mais un bonheur normal là, que j'essayais tout le temps d'alimenter. Puis là, je le sens vraiment qu'il est revenu pour de vrai. Puis ma fatigue aussi est partie. J'étais rendue que je prenais 4 cafés par jour. Là, j'ai plus besoin de prendre de café. J'en prends plus. Comme tout est juste wow. Fait que ça aussi. Fait que ça a été mon petit garçon, puis après ça, l'impact que ça a eu sur moi, qui a fait que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Cool. L'effet sur la santé mentale, moi, je me souviens, ma première, si on veut, exposition au microbiote intestinal, ça a été à ma 4e année de bac en nutrition, puis c'était un tout nouveau cours qui portait justement sur l'axe microbiote intestin-cerveau, puis c'était justement un cours entier consacré au microbiote et la santé mentale. En tout cas, c'est un sujet tellement intéressant. Ouais. Ben, les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas qu'il y a comme un chemin qui se fait, puis que on dirait que c'est tellement nouveau que ça s'est pas tant rendu. Tu sais, on parle pas de ça à TVA Nouvelles, malheureusement. Tu sais, on parle rien que des mauvaises nouvelles, mais moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être moins accessible. C'est ça. Puis c'est une bonne nouvelle. Puis je trouve que on devrait tous être au courant de ça, que ça a un lien, puis ça a un énorme impact. Là, C'est pour ça qu'on fait un podcast pour parler de ça aujourd'hui. On va parler de ça. Parler de ça. Hey, merci pour ton témoignage. C'est vraiment ça. Je suis vraiment touchée. Non, mais on était dans un groupe. Merci pour ton témoignage, Joanie. Non, mais j'apprécie quand vous ouvrez la vulnérabilité derrière ça. Je trouve ça vraiment beau. Puis ça vient ajouter de l'humanité autour de la science, qui est une des grandes missions du podcast Science Radio. Et toi, Alex, là, on a dit docteur en nutrition. Ton doctorat, c'était temps. Qu'est-ce qui t'a amené? Mais j'aime mieux ne pas révéler le temps que ça a pris. Non, c'est blague. Mais ça a pris 7 ans. Il faut dire que, en fait, là, c'est au moment où on se parle, j'ai pas encore défendu ma thèse, mais au moment où le podcast va sortir, ça va être fait. Donc, ça m'a pris 7 ans quand j'ai été malchanceuse parmi ceux qui ont tombé dans la pandémie au moment où j'étais prête à commencer l'étude principale de mon projet de thèse doctorale. Donc, dans le fond, il y a comme certaines étapes à suivre. Et au moment où j'étais finalement prête à tester chez l'humain, tous les laboratoires ont fermé en mars 2020. Fait que ça a prolongé mon parcours, mais bref, là, la projet de recherche qui porte sur le microbiote intestinal? Oui, non, en fait, entre autres. Moi, quand j'ai commencé ma thèse doctorale, je pensais pas du tout aborder le microbiote intestinal. C'est un peu arrivé
par défaut, si on veut, parce que ce qui m'intéressait, qui me poussait à faire un doctorat, dans le fond, c'est les effets des différents types de sucre, comme par exemple le sucre raffiné, le sucre blanc, les sucres naturels, comme le jus de fruits, et majoritairement les édulcorants, donc tout ce qui est substitut de sucre, comme sucralose, aspartame, stevia. Moi, je m'intéressais aux effets que ça a sur la santé métabolique, dont différents paramètres, comme comment ton corps, la glycémie, comment ton corps prend en charge le glucose. Et on dirait par la bande, quand j'ai fait mon examen de synthèse doctorale, qui est comme un gros examen, dans le fond, on va dire, qui te permet de continuer ton doctorat. Ouais. Là. C'est comme ça se fait au début du parcours pour te dire, OK, ben, t'as ce qu'il faut pour continuer. J'ai lu beaucoup sur spécifiquement les édulcorants, puis l'effet que ça pouvait avoir sur le microbiote et comment le microbiote pouvait influencer les paramètres qui m'intéressaient dans la santé métabolique. Et puis là, j'ai fait un 180, j'ai changé le projet. Moi, j'avais déjà appliqué à du financement de recherche, à des bourses, puis tout ça avec mon superviseur. Puis j'ai recommencé. Puis là, j'ai inclus le microbiote. Fait que ça s'est fait par défaut. Ce qui fait qu'on dirait que des fois, je le prends comme un peu en imposteur, que j'ai pas l'impression que j'ai été comme, tu sais, j'ai pas été dans un lab qui travaillait spécifiquement sur le microbiote. Il a fallu qu'on collabore avec d'autres chercheurs pour faire mon projet. Puis j'ai comme un peu appris au fur et à mesure que le projet avançait. Mais là, tu sais, il faut se rendre à l'évidence que c'est vraiment une grosse partie de ma thèse, là, le microbiote intestinal. Et c'est super intéressant. Fait qu'il y a comme un gros 180 de ton bord, gros 180 avec le microbiote. Mais tu sais, j'ai quand même gardé les effets du sucre. Tu sais, la base restait la même. C'est juste que là, on a vraiment observé un autre avenue. On a essayé d'expliquer mécanistiquement ce qu'on observait. Puis le microbiote, ça pouvait être une des explications à certains facteurs qui nous intéressaient. Et puis, on va pouvoir démystifier tout ça aujourd'hui. Oui, j'espère. Oui. C'est l'objectif. Je pense que le podcast pourrait durer 4 heures. Ouais, ça va pas long de nous arrêter. Ouais. Là, depuis tantôt, on a microbiote intestinal. Alexandra, veux-tu nous définir c'est quoi le microbiote intestinal? Partons avec la base. Oui, la base. Il faut savoir, on a un microbiote de la peau, on a un microbiote de la flore vaginale, mais le microbiote intestinal, en fait, la définition est quand même similaire, mais le microbiote, ça représente l'ensemble des micro-organismes. Et là, quand on dit micro-organismes, on parle souvent des bactéries, mais dans le microbiote, on a aussi des virus, des champignons, des parasites et des archées, qui est comme un autre composé qui ressemble à des bactéries. Fait que c'est l'ensemble de tous ces micro-organismes-là qui vivent dans notre tube digestif. On parle allant de la bouche jusque estomac, œsophage, estomac, petit intestin et gros intestin, c'est là où ils se concentrent le plus. Et dans ces... Oui, t'allais-tu... Non, vas-y, continue. Puis dans ces micro-organismes-là, je voulais juste ajouter qu'on en a qu'on appelle des mutualistes. Donc ça, c'est surtout pour les bactéries qui vivent en synergie avec nous. Donc les deux, on en tire des bénéfices. Donc c'est une relation mutuelle. Nous, on leur apporte des choses, eux, ils nous apportent des choses. Et on a d'autres micro-organismes qui peuvent être pathogènes, donc qui peuvent nous créer, lorsqu'il y a un déséquilibre entre les deux, des effets plus nuisibles sur la santé. Puis le microbiote intestinal, à quoi il sert? Parce qu'il y a tellement de fonctions. On pense à la digestion, mais ça va aussi servir à produire certains nutriments. Je pense à la vitamine K. Ça a un rôle immunitaire. Joanie, t'en as full parlé avec l'histoire de ton garçon, l'intégrité de la barrière intestinale. Donc, là, j'en ai nommé quelques-unes, mais le microbiote, c'est aussi justement quelque chose qui fait plein d'affaires. Bien, je dirais qu'on est vraiment dans les débuts, là, en termes de recherche scientifique pour les rôles du microbiote intestinal. Il y a des choses que ça peut faire 50, 60 ans qu'on étudie, tandis que le microbiote, c'est très, très, très récent. Et aussi, excusez, on dirait que j'ai ma voix comme fait un petit crescendo. Et aussi, les outils technologiques qu'on utilise pour mesurer le microbiote deviennent de plus en plus performants, ce qui fait en sorte que là, on devient de mieux en mieux outillé pour être capable de bien mesurer le microbiote, ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a à peine 10-15 ans maximum. C'est vraiment environ 10-15 ans. Et puis là, je serais généreuse, là, vraiment les débuts là, du microbiote intestinal. Il y a certains points qu'on sait qu'il y a un lien qui existe, mais à ce jour, des fois, on observe des liens qui sont super intéressants, mais on n'est pas encore capable d'expliquer comment ces interactions-là se passent. Tu sais, tu disais tantôt, j'oublie si on était filmé quand tu disais ça, mais tu parlais d'un cours que tu as suivi qui parlait de l'axe de communication entre le microbiote et le cerveau. Qui est quand même beaucoup étudié. Il y en a aussi beaucoup avec, j'imagine qu'on va y en reparler parce que ça semble être quelque chose qui t'intéresse, mais il y a un lien fort entre le microbiote intestinal et le développement et la maturation du système immunitaire à l'enfance et aussi avec l'inflammation. Mais ça, c'est juste, on dirait, le
tip of the iceberg, là, pardonnez mon anglais, de ce qu'on connaît sur le microbiote. Puis des fois, on trouve des liens, on sait que c'est là, on voit une corrélation entre deux choses, mais on n'arrive pas à mécanistiquement expliquer comment et pourquoi les bactéries font pour avoir cet effet-là. C'est encore ça un peu le mystère du microbiote dans beaucoup d'aspects de la santé. Puis actuellement, par exemple, dans ton projet de recherche, le microbiote, comment on va évaluer sa composition en bactéries? Comment on l'évalue? Par les matières fécales. Avec les caca. Donc, c'est sûr que la méthode la plus efficace, là, si on voudrait vraiment avoir une idée la plus claire possible, il faudrait pratiquement faire une chirurgie là, pour aller sortir prélever directement dans le gros intestin, parce que c'est sûr que quand on prend les matières fécales, les matières fécales, ça peut contenir presque plus de la moitié là, de ce qui est dans la toilette, c'est des bactéries. Mais c'est qu'il y en a des fois qui sont pas encore qui sont plus vivantes, donc ça devient plus difficile de les mesurer. Puis aussi, les bactéries, ils font ce qu'on appelle des métabolites, donc ils se nourrissent avec des choses que nous, on leur donne, que nous, on n'utilise pas parce qu'on peut pas digérer, mais qu'eux peuvent fermenter. Puis là, ils vont produire des métabolites en réponse. Puis ça aussi, on veut les mesurer parce que des fois, les effets du microbiote, c'est pas nécessairement l'effet des micro-organismes, mais plutôt l'effet de ce que ces micro-organismes-là vont produire en utilisant notre nourriture non digérée, si on veut. Mais là, on fait des tests sur des matières fécales, puis il y a différents... là, je sais pas si vous voulez que je rentre en détail là-dedans, parce que ça peut être très, très pointu, mais c'est des méthodes d'analyse qu'on utilise là, qui sont assez complexes pour pouvoir mesurer, dans le fond, et les micro-organismes et les métabolites que ces micro-organismes-là vont produire. Mais actuellement, chez l'humain, la façon dont le microbiote va être évalué, étudié, ça va être via les matières fécales. Oui, donc, ils vont être collectés. À moins qu'on s'intéresse au microbiote buccal, à ce moment-là, comme c'est d'autres, ça avec un simple Q-tip. Mais ouais. Puis ça, c'est une grosse question. Puis beaucoup d'éléments de réponse quand j'ai regardé, moi aussi, la littérature scientifique là-dessus. Mais quels sont les facteurs qui vont influencer le microbiote qu'on a? Ah oui, mais là, c'est mon sujet préféré. Ah, bon, ben. Là, comme quand on avait discuté un peu, puis tu m'avais dit que c'était un aspect qui pourrait être intéressant. Puis ça, c'est ce qui me fascine le plus avec le microbiote. Parce qu'en fait... Sauce-toi. Oui, j'y vais, là. Il y a, si on peut, de manière globale, il y a peut-être 3 facteurs vraiment importants qui influencent le microbiote, dont la génétique, l'âge et l'environnement. Puis là, si on commence, on peut le séparer en 2, si on veut, puis on peut parler de ce qui s'est passé jusqu'à présent, qui a influencé votre microbiote et que malheureusement, vous ne pourrez pas modifier, qui comporte beaucoup la génétique. Et l'environnement, c'est ce qu'on peut avoir un impact pour essayer de l'améliorer, le microbiote qu'on a déjà. Puis le microbiote, c'est une signature qui peut être aussi unique. Là, on compare des fois ça pour avoir un visuel à une empreinte digitale. Tellement le microbiote est différent d'une personne à l'autre. Et si on regarde à la naissance, ça fait comme si je pars dès le début, là, ça sera pas si long que ça, mais à la naissance, un bébé va naître avec environ seulement une centaine d'espèces bactériennes. Mais chez un adulte, on parle de milliers d'espèces bactériennes, puis en nombre, des milliards de micro-organismes. Puis, il y a une partie du microbiote qui va être transférée à même l'utérus pendant la grossesse, mais la majorité des bactéries là, qui composent le microbiote du bébé sont transférées par la méthode d'accouchement et par l'allaitement. Puis, ce pourquoi c'est intéressant, je trouve, c'est que même si c'est peu d'espèces bactériennes comparé à l'âge adulte, ces 2 composantes-là vont avoir une influence qui vont perdurer durant toute la vie. Donc, les premières années de vie d'un bébé ont vraiment une influence qui va perdurer très, très, très longtemps. Puis si tu regardes, par exemple, pour les méthodes d'accouchement, bien évidemment, un bébé qui va naître par voie vaginale va avoir un microbiote intestinal qui va refléter le microbiote vaginal de sa mère. Et par césarienne, ça va être le microbiote de la peau. Ça va ressembler au microbiote de la peau. Et pour l'allaitement, même chose, on a trouvé qu'un bébé qui est allaité, volontairement, le corps envoie des bactéries dans le lait maternel dans le but, là, biologiquement, de peupler le microbiote intestinal du bébé. Puis c'est jusqu'à 30% du microbiote intestinal d'un bébé allaité qui peut être corrélé au microbiote qui provient du lait maternel. Wow. Puis là, il y a des études scientifiques qui ont en fait trouvé des liens quand même forts qui associe une naissance par voie vaginale et l'allaitement pour avoir des effets protecteurs au niveau de beaucoup de maladies auto-immunes ou inflammatoires, dont surtout les maladies intestinales, cœliaque, Crohn, maladies inflammatoires de l'intestin, mais aussi tout ce qui a rapport un peu au système immunitaire, psoriasis, asthme, dermatite, qui est de l'eczéma. Donc, il y a un effet qui serait protecteur avec ça.
Donc, un enfant, par exemple, qui est né par césarienne, qui n'a pas pu être allaité pour toutes sortes de raisons. On dirait que des fois, je me sens comme un peu... non, mais malaisée de dire ça parce que c'est quelque chose qu'on peut pas changer, malheureusement. Mais oui, c'est vrai, on remarque que des enfants nés par césarienne, vu qu'ils ont un microbiote qui est moins diversifié parce que le microbiote de la peau va avoir moins de bactéries bénéfiques comparativement au microbiote intestinal. Donc, c'est sûr que, tu sais, c'est pas juste ça. Ça veut pas dire qu'après ça, c'est fini. Mais on remarque que les enfants nés par césarienne et qui n'ont pas été allaités ont davantage d'asthme, de produits, d'eczéma, de problèmes de peau. Puis là, après ça, une fois que c'est là, oui, on peut faire des changements alimentaires, mais tu peux pas vraiment régler le psoriasis. C'est une condition qui est là pour toujours. Puis, tu sais, Joanie, après, au début, tu as parlé des antibiotiques. Puis ça, c'est un autre aspect que j'inclus quand même dans ce qu'on peut pas modifier là, en tant qu'adulte, parce que c'est arrivé à une époque où on pouvait pas prendre les décisions nous-mêmes. Mais l'utilisation fréquente d'antibiotiques, surtout à la petite enfance, donc dans les premières années de vie, on va dire, mettons, 0-5 ans, ça a un impact quand même très, très, très important sur la signature bactérienne que l'enfant va avoir pour son microbiote, même à l'âge adulte. Parce que ces années-là, les premières années de vie, c'est des années très, très, très importantes pour le développement et la maturation du système immunitaire. Puis je pense que c'est super important, genre des mamans qui nous écoutent, si vous avez accouché par césarienne, vous n'avez pas pu allaiter, vous avez choisi de... c'est vraiment juste, je pense, ça permet d'expliquer, de comprendre en fait ce qui l'influence, mais il y a tellement pas de culpabilité à avoir avec honnêtement, tu sais, quand on parle d'allaitement, des fois, là, on dirait que souvent, ce qui est véhiculé, c'est, bon, des fois, le lien avec l'enfant, ou comme on le sait que c'est, nutritionnellement, c'est la meilleure affaire qu'on peut leur donner. Mais j'ai l'impression que moi, personnellement, quand c'était question d'allaitement, pour moi, j'avais besoin d'exemples peut-être plus concrets. Puis pour moi, le système immunitaire puis le lien avec le microbiote intestinal, c'est sûr que je suis biaisée parce que c'est mon domaine, mais c'est ce qui m'a convaincue à persister, même dans des moments où j'ai peut-être trouvé ça plus difficile d'allaiter, où, tu sais, c'est très demandant là, en termes de temps. Fait qu'on dirait que je le mentionne quand même parce qu'il y a des gens pour qui ils vont accrocher à ça, tu sais. Fait que c'est quand même pertinent, mais il ne faut pas se sentir mal non plus si ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, l'alimentation en général, mais l'idée, c'est toujours de prendre une décision la plus éclairée possible et de savoir ça. Comme tu dis, toi, ça t'a... C'est ça. C'est sûr qu'à l'âge adulte, les antibiotiques aussi, surutiliser les antibiotiques, ça a des effets dommageables sur le microbiote. On parle souvent de résistance aux antibiotiques, mais spécialement dans les premières années de vie, là où les enfants sont beaucoup malades. Parce que c'est là qu'il se construit. Fait que c'est sûr que c'est... Tu sais, un adulte, il est déjà... Tu sais, il va un peu fluctuer selon comment tu t'alimentes, puis où est-ce que tu vis. Tu sais, les gens qui habitent en ville, c'est pas... Il y a une différence. Dans l'environnement, en Tanzanie, là, il a fait des tests en Tanzanie, puis il y avait 2 fois plus de microbes. Fait que nous, on en perd, là. C'est fou, là. On est très... sanitizé. Comme on est très assaini, comme on a beaucoup de purée. Il y a moins... Ben là, c'est que dans le podcast que j'avais écouté, t'es comme... Il va falloir faire quelque chose parce que là, puis ça, c'est génétique. Fait que là, on remet à nos enfants, comme à un moment donné, il va falloir comme faire quelque chose. Mais là, c'est sûr qu'on ne rentrera pas, mettons, dans la prescription d'antibiotiques puis tout ça, mais... Tu sais, ça se voit, des fois, même des antibiotiques qui sont prescrits par prévention. Tu sais, moi-même, j'ai déjà eu, en fait cocasse, là, tranche de vie, là, une petite chirurgie mineure où est-ce qu'on voulait me prescrire des antibiotiques simplement de manière préventive en assumant pour réduire le risque d'infection d'une cicatrice, tu sais. Puis moi, je discutais avec parce que j'étais consciente, c'était vraiment une petite chirurgie, puis je discutais avec le chirurgien, puis il me parlait de ma thèse, puis tout ça. Puis à la fin, moi, j'ai dit, écoute, tu peux me donner une crème, mais si je peux m'éviter de prendre des antibiotiques orales, puis il a parti arrêt, puis il a dit, j'ai tellement pas... Tu sais, réalisé avec ça, c'était la première personne qui me le demande. Puis je sais que souvent, ça peut être préventif parce que l'impact d'avoir une infection serait très grave, c'est ça. Puis, mais c'est ça. Mais comme tu dis, cette compréhension-là, puisque ça fait 10-15 ans, changer des pratiques médicales, ça prend du temps. Oui, donc là, de le savoir mieux maintenant, c'est sûr que ça change. C'est de savoir aussi le poste de chacun. T'sais. Un docteur est là pour prescrire, est là pour... guérir, en fait. Il n'est pas là pour prévenir. Idéalement, ce serait son rôle. Non, mais ils sont pas... Présentement... Des fois aussi, ils me disent que les gens en veulent. Tu sais, fait qu'ils prescrivent parce qu'il y a des gens... J'en parlais aussi avec mon médecin, puis elle me disait... Tu sais, il y a des gens qui viennent me voir, puis ils partent pas de mon bureau. Tu sais,
quasiment sans que tu leur prescrives c'est ça, quelque parce chose. Parce qu'ils ne connaissent pas l'impact. Parce que tu connais pas l'impact. C'est ça, quand les médecins essaient de leur dire, mais c'est pas nécessaire que tu aies un antibiotique pour ça, ou, tu sais, ils sont comme, ben là, comme s'il faut une pilule pour absolument, mais tu sais, dans plein des cas, oui, là, il faut une prescription, mais dans d'autres cas, je pense que si on en parle aussi, si on peut discuter avec le médecin comme dans le cas que je vous ai dit, est-ce que c'est obligatoire ou c'est donné de manière préventive? T'sais, moi, c'était plus là, des fois, mon... Oui, mais je pense que c'est important de comprendre aussi, d'être curieux, puis de... même dans mon travail de nutritionniste, je veux que quand mes clients me demandent, OK, tu me recommandes d'augmenter ma consommation de fibres, par exemple, peux-tu m'expliquer pourquoi? Oui, quand on te donne quelque chose, de demander pourquoi, ça te rend tellement plus autonome dans tes décisions en santé. Je dis souvent aux étudiants quand j'enseigne, c'est ce qui vous différencie des gens qui n'ont pas votre formation. Parce que les gens qui n'ont pas votre formation vont donner des conseils sans être capable de les supporter. Je dis, quand vous prenez le temps d'expliquer à quelqu'un pourquoi vous donnez ce conseil-là, ça augmente tellement la rétention puis la volonté de la personne de le faire parce que là, il a compris pourquoi c'est utile. Mais si je fais juste te dire, ben, c'est utile de faire ça, mais fie-toi sur moi, pourquoi tu te fierais sur moi? Ben, c'est sûr. Mais même nutritionniste, je trouve que, mettons, on regarde les rôles, mais un docteur, pour moi, aujourd'hui, ils sont tellement dans le jus, il y a tellement de monde, puis c'est pas pour vraiment... On n'est pas dans un bon timing. On n'est pas dans un bon timing. Au moment où on filme ça. Fait que c'est pas eux, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il manque la prévention, puis la prévention, ben, c'est où la chercher, nutrition, nutritionniste, il y a des naturopathes aussi, il y a comme pour moi, plein de gens. Un des plus grands problèmes là, de ce que... Parce que moi aussi, je suis du même avis que toi pour ça, mais c'est que... L'accessibilité. Oui, puis même pour les gens qui ont des assurances, c'est tellement... Moi, ça m'a tellement fait de la peine parce que j'ai fait une technique en diététique, moi aussi. Ah oui? J'ai un long parcours. Mais, tu sais, ça a tout le temps été une passion pour moi. Puis là, quand tu arrives en nutrition, puis tu es tellement passionné, puis tu te rends compte à quel point c'est un luxe pour les gens de se payer ça. Puis, parce que les assurances, il y en a plein qui ne remboursent pas. Mais aussi parce qu'il y a des gens qui viennent... Ils viennent juste te voir quand ils veulent perdre du poids, puis pas nécessairement pour améliorer leur alimentation. Fait que là, c'est un peu décourageant quand tu sors là-dedans parce que c'est comme, mon Dieu, tous les gens veulent juste des abdos. Est-ce que c'est tout ça que le monde veut, tu sais? Puis là, après ça, tu te rends compte que ceux qui, même s'ils viennent te voir, ben juste de revenir, c'est pas comme un masso. Tu sais, si tu fais du sport, puis t'as mal, tu sais, tu vas entretenir ça, tu vas retourner voir ton masso pour prévenir parce que tu le sais que si tu continues à aller le voir, ben les douleurs ne reviendront pas. Mais j'ai l'impression qu'avec la nutrition, c'est pas une profession qui est encore suffisamment valorisée. Puis le public ne voit pas nécessairement comme l'avantage d'y aller. Puis ça peut partir de là. On peut retourner du fait qu'on ne l'enseigne presque pas dans les écoles. Ça pourrait être le premier... Ou qu'on demande aux profs qui ont déjà 25 matières enseignées de comme, pourrais-tu enseigner ça en plus de l'éducation sexuelle, de ça, du français, des maths, puis parle de nutrition, tu sais. Et là, ça revient à des complexités. On viendrait tellement régler un énorme problème parce que la nutrition est au cœur de notre santé psychologique, physique. Fait que moi, je pense que avant même, tu sais, les maths, c'est important, mais qu'est-ce qui est le plus... Moi, je comprends même pas comment c'est un débat que, oui, on devrait avoir des cours sur la nutrition dès le petit jeune âge, de savoir c'est quoi l'impact du sucre sur nous, sur les enfants. Il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de colorants. Mais même de juste de tout. saine relation avec la nourriture. Tu sais, là, on parle de comme les effets pour la santé, mais même, tu sais, quand on regarde troubles de comportement alimentaire, des choses comme ça, tu sais, d'avoir... De comprendre que du personnel qualifié, tu sais, en nutrition qui enseignerait ça aux enfants. Moi aussi, je trouve ça ferait une différence. Mes enfants, ils se promènent dans les allées, là. Puis là, il y a des gens qui vont dire, oui, on se va. Le marketing. Ils savent, là. Ma fille, ça le sait. Si il y a de la couleur. C'est positionné à la hauteur des yeux des enfants. Mais c'est pas bon. Non, mais non, mais là, c'est pas l'épicerie qui. En fait, il y a des. En tout cas, c'est très complexe, mais comme il faut payer pour la place en épicerie, puis plus, dans le fond, c'est à la hauteur des yeux, plus c'est cher, puis les produits spécifiquement comme ça qui sont targetés pour les enfants, avec des dessins animés, puis tout ça, sont placés à la hauteur de leurs yeux, pas à la heuteur de nos yeux. Puis les gens, ils se disent, puis c'est ça que je me fais tout le temps dire, mais pourquoi ils vendent ça pour les enfants si c'est pas bon pour les enfants? Ah ben là, on est dans une société capitaliste. Oui, mais c'est l'industrie alimentaire, puis ça a été fait à cause de la guerre. Là, ça a commencé avec la guerre, que là, il fallait qu'ils gardent la nourriture, il fallait qu'ils conservent la nourriture. Les aliments transformés... La préservation des aliments a été créée due à la guerre. Il a fallu qu'il n'y avait plus de bouffe, il a fallu qu'ils trouvent une façon pour la conserver. C'est à partir de là.
après ça, ça a juste augmenté. Mais de base, l'être humain, on n'est pas censé manger des aliments transformés. Mais là, 95-90% de l'épicerie, c'est des aliments transformés. Oui, au Québec, j'avais déjà vu, c'est des stats. Moi, j'avais 80 en tête. Là. Moi, j'avais une calorie sur 2 provient d'aliments ultra transformés. Ouais. Ben, si tu regardes juste les statistiques, mettons, du dernier recensement, là, c'est près de 40% là, de l'alimentation des Canadiens qui peut venir de produits transformés qui contiennent des additifs, du sucre, des choses comme ça. Ce qui, malheureusement, quand on revient à l'influence qu'on peut modifier là, sur le microbiote, qui est l'environnement, ben, c'est pas ces produits-là qui vont amener des bénéfices là, au niveau des bactéries intestinales, ça, c'est sûr. Et ça, justement, tu as nommé certains facteurs pour lesquels, bon, ben, moi, comme humaine, j'ai pas d'influence sur comment j'ai été accouchée, sur j'ai pas dit, bon, moi, je veux allaiter ou je veux le biberon ou la formule. Il y a eu ça. Il y a la prise d'antibiotiques à un jeune âge. Là, on se retrouve avec ça. Maintenant, si on rentre justement dans les facteurs environnementaux, là, on a ouvert une belle parenthèse sur l'alimentation. L'alimentation qui est une des choses qui a l'alimentation qui a une influence justement sur le microbiote intestinal. Avant qu'on plonge là-dedans, parce que je pense que ça va quand même être le cœur de l'épisode, est-ce qu'il y a comme est-ce qu'il y a d'autres facteurs, mettons, qu'on peut... ben, c'est vraiment les facteurs, ce qu'on a mentionné à date, génétique, antibiotique. J'ai mentionné l'âge, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il faut savoir que, c'est avec le vieillissement, entre autres, plus, là, à partir de 60 ans, il y a un déclin là, au niveau de la richesse et de la diversité, mais c'est pareil pour plusieurs autres systèmes de notre corps qui commencent à trouver ça un peu plus difficile avec le vieillissement puis qu'il faut constamment comme juste travailler un peu plus fort pour le garder en santé. Mais c'est rien d'anormal, mais c'est vraiment les facteurs primaires. Là. C'est génétique, âge et environnement. Puis quand on parle d'environnement, on parle de beaucoup de facteurs incluant là, la nutrition, mais toutes les habitudes de vie, le stress, la cigarette, la consommation d'alcool, le sommeil, ça peut tout être des choses qui influencent. Mais c'est sûr que moi, je m'intéresse davantage au volet nutritionnel. Là, je m'y connais moins dans les autres aspects de tout ce qui est autre type d'habitude de vie. C'est lui qui est le plus... puis l'exercice, je ne l'ai pas mentionné, mais oui. C'est lui, sur tout, c'est lui qui est le plus... C'est effectivement celui qui a le plus grande influence. L'alimentation, c'est aussi... On mange 3 fois par jour, au moins. Fait que ça donne 3 opportunités, justement, de pouvoir poser des actions ou d'ingérer des aliments qui vont t'aider ou te nuire. Et là, justement, si on plonge dans l'alimentation, quels sont les facteurs ou des caractéristiques de l'alimentation qui vont positivement influencer notre microbiote intestinal? Bien, le facteur numéro 1 là, qui influence le plus le microbiote intestinal, c'est... Bien, d'abord, je voudrais dire que les habitudes alimentaires, c'est le numéro 1 là, pour ce qui influence notre microbiote, mais c'est important de spécifier quand même que c'est les habitudes alimentaires à long terme. Donc, au niveau du microbiote intestinal, si demain matin, on change complètement notre alimentation, donc par exemple, qu'on passe d'une diète carnivore à une diète végane, OK, en 7 jours. 7 jours serait suffisant pour vraiment observer des modifications importantes au niveau du microbiote. Ça, c'est une chose. Par contre, le microbiote intestinal, il y a une théorie selon laquelle il serait résilient. Donc, ce qu'on veut dire, là, quand je vous ai mentionné qu'avec le microbiote d'un bébé, ça se développe durant l'enfance, rendu à l'âge adulte, le profil ou ce qu'on dit le core assemblage, là, fait que dans le fond, l'assemblement vraiment au cœur du microbiote reste sensiblement le même, à moins de changements très, très, très importants. Fait qu'au cours de la vie adulte, il va y avoir des événements qui vont se passer qui vont influencer le microbiote, comme par exemple une gastro-entérite ou un autre type de maladie, des choses comme ça, ou un changement, comme je dis, diète, exemple, carnivore à keto, ça va, pas keto, carnivore à vegan, ça va avoir des effets mesurables qui sont aigus. Par contre, dès que ceci arrête, c'est comme si le microbiote a tendance à se battre, si on veut, pour revenir à son état initial, qui était sa signature principale. Pour changer de signature principale, il faut vraiment avoir des changements alimentaires à long terme. On parle pendant plusieurs mois et plusieurs années. Fait que c'est pas juste 1 à 2 semaines de comme, je sais pas, une diète. Ouais, c'est ça. C'est à ça que je pensais, justement. Un genre de diète miracle que là, t'as réglé ton problème parce que ton microbiote va revenir à ce qu'il était initialement.
C'est ce qu'on appelle le phénomène de résilience. Là. C'est une théorie qui est observée. Fait que ça demande des changements vraiment à long terme. Puis une des choses qui influence le plus, parce qu'il y en a quand même plusieurs, mais celle qui aurait le plus gros impact, c'est la consommation de fibres. Plus spécifiquement, des fibres qu'on dit solubles. Et ça, on les trouve majoritairement dans les fruits. Il faut penser un peu à tout ce qui est gluant. Oui. Donc, exemple, les baies. Framboises, les petits fruits, les fruits de la passion, l'aloe vera, la plante, les graines de chia, le psyllium, les légumineuses, les légumes. Fait que toutes ces... L'avoine. Oui, l'avoine aussi également, qui font partie des fibres solubles. Les autres types de fibres qu'on dit insolubles, c'est plus celles qui sont dans les produits céréaliers, qui sont quand même très bonnes pour la santé intestinale au niveau de la motilité et la régularité, mettons, des selles, mais ceux-là ne sont pas utilisés par les bactéries intestinales. C'est vraiment les fibres solubles qui sont utilisées par les bactéries parce que nous, ces fibres-là, on ne peut pas les digérer. Parce que sinon, on les prendrait pour nous. Il faut comprendre que les bactéries utilisent ce que nous, on ne prend pas, qui serait un déchet de toute façon. On n'est pas capable de briser les fibres pour en tirer de l'énergie, donc des calories, mais les bactéries, elles, peuvent les fermenter. Donc, ils vont un peu comme pour se nourrir, ils vont les prendre, les fermenter, ils vont produire, qu'on a dit tantôt, des métabolites, dont des acides gras à chaîne courte. Et ces acides gras-là ont été associés vraiment à des propriétés anti-inflammatoires au niveau de l'intestin, mais aussi à l'intégrité de la membrane intestinale, la barrière muqueuse de l'intestin qu'on appelle. Parce que je pense que je ne l'ai pas dit tantôt, mais tu sais, quand je disais que le microbiote se trouve dans tout le tube digestif, les choses, des fois, un petit fun fact que les gens on réalise pas, c'est qu'en fait, ces bactéries-là sont pas en contact à l'intérieur de notre corps. Parce que le tube digestif, c'est une ouverture vers l'extérieur. Tu as la bouche, tu as l'anus. Fait que théoriquement, tout ce qui se trouve là-dedans et pas dans ton corps. Parce qu'il y a des barrières dans l'intestin qu'on appelle la barrière intestinale qui va sélectionner précisément les choses qui peuvent passer dans la circulation sanguine puis entrer dans ton corps. Et d'ailleurs, quand on a, par exemple, quand on est malade dans la vie ou qu'on a une gastro, ben c'est parce qu'il y a des bactéries qui sont rentrées par erreur. Sinon, si c'était carrément des portes ouvertes tout le temps, on ne survivrait pas. Parce que, comme j'ai mentionné, il y a des bactéries là-dedans qui sont pathogènes, mais même des bonnes bactéries, tu ne peux pas avoir des hauts niveaux bactériens dans ton sang. Fait, tout ça pour dire que les fibres, les acides gras chaîne courte ont des propriétés anti-inflammatoires, mais aussi au niveau de l'intégrité de la barrière intestinale, donc de vraiment la rendre plus imperméable et mieux sélective pour ce qu'elle laisse passer dans la circulation sanguine. Fait que je dirais que c'est vraiment l'aspect qui influence le plus positivement. Là, de l'autre côté, c'est sûr qu'il y a des composés alimentaires qui vont avoir à l'opposé des effets un peu plus négatifs là, au niveau du microbiote. Puis au niveau de ce qu'on définit souvent comme un microbiote, justement, en santé, tu veux plus de bactéries qui vont permettre de produire ces métabolites comme les acides gras à chaîne courte. On parle aussi de l'importance de la diversité. Donc, oui, effectivement. Donc, les fibres solubles, est-ce qu'elles vont plus avoir une influence justement sur les bactéries qui produisent les acides gras à chaîne courte ou au niveau de la... En fait, c'est un point intéressant que tu amènes parce qu'il n'y a même pas de définition claire sur c'est quoi un microbiote en santé à ce jour. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'on veut un microbiote qui est de plus en plus riche et de plus en plus diversifié. Donc, ce que ça veut dire par richesse, c'est le nombre de bactéries, peu importe c'est lesquelles, ou de micro-organismes. Donc, plus j'en ai, mieux ce serait parce qu'ils compétitionnent pour les nutriments. Donc, ça laisse moins de place à ceux qui sont pathogènes, qui sont dommageables. Et je veux un microbiote qui est diversifié, donc avec le plus de diversité en termes de micro-organismes. Et ces deux aspects-là, ça serait ce qui aurait des effets le plus protecteurs au niveau de la santé. Au contraire, quand on a un déséquilibre au niveau de la composition, donc soit au niveau de la richesse ou de la diversité du microbiote, et quand on a cette imbalance-là là, dans la structure et les fonctions, bien, ça peut créer un état de déséquilibre qu'on appelle la dysbiose. Et ça, cet état-là est associé à plusieurs maladies inflammatoires, maladies auto-immunes et autres problèmes de santé. Et là, justement, de l'autre côté, on a parlé des facteurs protecteurs. Donc, tu sais, de manger beaucoup de végétaux, des fruits, des légumes. On sait que c'est bon pour plein de choses, pour la santé. Les gens qui font une diète carnivore cétogène ne m'aimeront pas particulièrement aujourd'hui, je pense. On n'est pas là pour caresser des égos. On est là pour apporter des faits, des faits scientifiques. C'est pas l'important parce que ça aussi, on entend beaucoup de coachs parler de protéines animales. Puis t'entends là, des discours, là, moi sur mon Instagram, là, c'est protéines animales, tout le temps, déjeuner, dîner, souper, animal. Puis moi, dans mon cours, que c'était comme le moins de viande possible, le plus de protéines végétales possible. Fait que là, c'est juste
à quoi qu'on se fie, mais là... C'est sûr qu'il y a plusieurs opinions, parce que oui, il y a la science, mais même en tant que chercheur, on peut avoir une opinion des études qu'on lit. Parce que sur plein de sujets en nutrition, la nutrition, c'est jamais noir ou blanc, c'est comme sans shades... c'est quoi shade? Nuance. Oui. Sans nuance de gris, excusez-moi. La nuance, la nutrition, c'est 50 nuances de gris. J'ai fait ma thèse en anglais, puis là, j'ai tellement été dans les derniers mois vraiment à fond là-dedans qu'on dirait que j'ai développé des mauvais anglicismes. Là. Mais il y a beaucoup de gris, donc on peut avoir des opinions des fois qui sont un peu plus personnelles sur comment on l'interprète. Mais tu sais, moi, selon moi, n'importe quel discours qui va trop dans un extrême ou l'autre, c'est problématique et c'est un red flag. Parce que il n'y a rien qui va mieux avoir d'effet que la modération. Parce que même si tu y vas dans ce que tu considères être une alimentation parfaite et clean, peut-être que ça va t'amener du stress au niveau émotionnel, au niveau psychologique. T'sais. On peut penser à, même si je te disais aujourd'hui que le sucre, ça a tel effet sur la santé, est-ce que ça veut dire que j'en mange jamais puis que je fais mon gâteau d'anniversaire sans sucre? Non. Tu sais, il y a une nuance dans le plaisir de manger, la nutrition, il faut que ça demeure quand même. Puis tu as nommé justement que l'impact le plus important au début, c'était les changements que tu fais à long terme. Donc, si tu manges... Tu n'es pas capable de maintenir quelque chose qui est très, très, très drastique. Là, les gens qui passent de 0 à 100 qui sont comme du jour au lendemain, je mange plus rien de ça, mais souvent, ces gens-là, si tu fais une étude, dans moins d'1 an, ils ont repris leurs mauvaises habitudes alimentaires. Et pour revenir sur la question de Joanie, qui est super pertinente, à ce jour, quel est l'état de la science sur l'effet des protéines animales versus végétales? Sur le microbiote. Sur le microbiote. Mettons, moi, je réfléchis, végétal, disons que ça inclut notamment les légumineuses qui sont riches en fibres solubles. Elles vont avoir un effet bénéfique, mais mettons quelqu'un qui consomme pas forcément des charcuteries qui, oui, vont contenir parfois d'autres molécules, des agents de conservation qui sont moins bénéfiques, mais quelqu'un qui mangerait et qui dit, tu sais, de temps en temps, je vais cuisiner du poulet, de la dinde, puis la personne, ça l'inquiète. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on sait? Au niveau des protéines en tant que telles, j'ai rien lu spécifiquement sur le sujet. Ce qui a été plus observé pour avoir un effet plutôt négatif sur le microbiote, c'est plus par rapport à des hauts niveaux de matières grasses qui proviennent d'origine animale, qu'on appelle les lipides saturés. Donc, ça a été associé à une moins bonne diversité au niveau du microbiote intestinal et une barrière intestinale qui est plus perméable, donc qui laisse passer davantage de substances qu'on ne voudrait pas nécessairement. Mais là... qui influence le système immunitaire. Et l'inflammation aussi. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'en mange pas du tout? Non, je crois pas. Ça serait pas mon avis. Parce que là, oui, on peut... C'est ça l'affaire, c'est qu'on peut regarder la nutrition puis l'évaluer juste sur un aspect. Puis après ça, on peut parler d'un autre aspect puis dire oui, mais par exemple... je sais pas, c'est un produit qui est pas transformé comparativement à certaines protéines végétales, ou après ça, dire au niveau sportif. Il y a tellement de volets. Oups! Excusez-moi. Il y a tellement de volets qu'on peut regarder. Puis la différence aussi, mettons ton morceau de viande, est-ce qu'il est accompagné de frites, puis pas de légumes versus avec du quinoa, un beau mix de légumes? Même quand je pense... quand je dis qu'il y a des études qui ont regardé au niveau des... On dit vraiment des diètes riches en lipides saturés. Fait qu'on parle pas ici d'une poitrine de poulet ou d'un steak ici et là. On parle principalement d'une alimentation qui serait composée de beaucoup, beaucoup, beaucoup de protéines animales, des fois qui contiennent beaucoup de gras, des charcuteries. Mais est-ce que je pense que ça, c'est mauvais? Non, pas du tout. Ça dépend encore une fois de la modération. La fréquence à laquelle comme tu dis, de ce que ça accompagne. C'est pas juste de qu'est-ce qu'il faut pas manger, mais c'est aussi qu'est-ce qu'il faut manger pour aider notre microbiote. Parce que si on fait juste se restreindre, comme on peut peut-être limiter quelques dommages, mais on n'est pas en train de l'améliorer. Non, puis comme tu dis, c'est le lien aussi avec le stress, puis la nourriture, c'est associé au... On est entre amis, on se fait un petit souper entre amis. La personne qui amène son lunch, clairement, souvent... Ça peut-être pas. Peut-être que la personne, ça fait être habituée, puis ça fait longtemps, puis qu'elle amène ses trucs. Comme moi, perso, j'amène mon pain. Ça, c'est sûr, c'est un nom... parce que depuis que j'ai découvert pain, levain, toutes ces affaires-là... C'est correct de trouver ça meilleur aussi. Moi aussi, je trouve ça meilleur. J'arrive de la France, le pain. Je trouve ça meilleur, mais pas juste ça. C'est que c'est la... Moi, je gonfle, je ballonne. Puis je me suis rendu compte, en changement de mon alimentation,
dès que je mange, on dirait que c'est ça l'aspect négatif, c'est que quand tu changes ton alimentation, moi, je suis allée tranquillement. Ça fait plus d'1 an et demi que Louane, là, ça fait 1 an, ça fait longtemps là, que j'ai changé tranquillement. Là, je suis rendue pas mal, là, je te dirais... Genre, je suis correcte, là. Je veux pas améliorer plus que ça parce que je mange la viande de temps en temps, comme tu dis. Mais maintenant, j'ai beaucoup plus de je sais tellement ce que tu vas dire. C'est fou. Avant, je mangeais pas, moi, des courges spaghetti. Vers là, tu remarques encore plus quand tu... Ouais. Quand j'en mange. Mettons, je mange un pain, tu remarques encore plus les effets quand tu déroges, mettons, de ton alimentation. Parce que l'inflammation, là, en passant, là, moi, je savais pas c'est quoi l'inflammation. Je savais pas du tout. Moi, j'étais comme, mais non, j'ai pas besoin de ça. Je suis pas inflammée. Et tabarouette que je suis inflammée, ma belle. Parce que tu le sais pas, mais l'inflammation, des fois, tu le vois pas parce que t'es tellement inflammé que ton corps est habitué. Fait que quand tu arrives avec une alimentation qui diminue l'inflammation, puis que là, tu reprends quelque chose qui est inflammatoire, c'est tabarouette. Puis c'est là que j'ai fait comme, hey, non, je peux plus. L'inflammation, tu m'ouvres une belle opportunité. Là. Il y a 2 types d'inflammation. Puis on dirait que des fois, les gens, comme, en parlent puis les confondent. Mais il y a l'inflammation qu'on dit aiguë, qui va être, par exemple, si tu te blesses, ça va être inflammé. Si tu es malade, il va y avoir de l'inflammation. Cette inflammation-là, elle est utile. Elle sert à quelque chose. En termes de mécanisme de défense du système immunitaire, c'est une des premières réactions du système immunitaire pour se défendre. Ça aide souvent à amener, mettons, sur une blessure, plus de sang, plus de nutriments, plus d'oxygène. Fait que ça, c'est à la base, l'inflammation, c'est utile. Là, ce qu'on parle, quand on parle, mettons, d'alimentation, c'est souvent ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade, donc le low-grade inflammation. Et ça, c'est lorsque dans le sang, donc systémique, il y a des niveaux de marqueurs inflammatoires qui sont plus élevés que la normale, mais pas assez pour marquer, par exemple, une maladie inflammatoire ou une blessure. Puis c'est ça souvent qui est associé à, par exemple, différents problèmes de santé, des choses comme ça. C'est quand je l'ai mesuré, entre autres, dans mon projet de thèse. Ouais, c'est comme tout est un peu interrelié, mais j'essayais de trouver aussi mécanistiquement une raison qui expliquait ce qu'on a observé. Puis j'ai mesuré les marqueurs inflammatoires, la perméabilité intestinale, le microbiote. Fait qu'on a vraiment... tu sais, une fois que tu as l'accord de participants pour du sang, puis des selles dont tu peux rajouter des facteurs sanguins quand même à mesurer, c'est plus d'avoir des participants qui est difficile. C'est-tu mon petit garçon? Mais non, pas des enfants, non. Il n'y a pas l'âge du consentement éclairé pour participer. Puis l'inflammation aussi, c'est que quand tu es inflammé ici, c'est aussi important que ça va au cerveau. Fait que l'inflammation, quand tu es là... Fait que moi, c'était la fatigue. Puis là, je suis beaucoup plus ça aussi. Il faut être à l'écoute de son corps, ce que je n'étais pas avant. Ouais, avant, je faisais juste comme dire, ben oui, c'est correct. Mais maintenant, j'écoute tellement mon corps, les signaux, ton corps te parle tellement. Fait que d'être plus alerte. Puis justement, en faisant ça, ben ça m'a permis de connaître mon corps. Fait que mais tu disais même 4 cafés, tu sais. J'adore le café en passant, mais c'est vrai que ça masque. Le soir, je peux pas aller coucher mes enfants. Ça masque les effets de la fatigue. Fait que dans le fond, ça te laisse moins savoir comment ton corps se sent pour vrai. Ouais. Puis, tu sais, c'est correct de boire un café, même si c'est bon pour le microbiote d'un café de temps en temps. C'est correct. Mais c'est non, parce qu'il y a un effet pour vrai. Oui, c'est vrai. Il y a des composantes du café qui influencent le microbiote. Là. On dirait que j'utilise ça à mon avantage parce que j'adore le café. Là. Mais oui, il y a des composants antioxydants dans le café qui ont un effet bénéfique. C'est la dernière chose que je mangerais avant de mourir, je pense. Ça serait un des meilleurs cafés au monde. Là. Ah ouais, des bons grains. Oui, je suis vraiment... Qu'est-ce que tu dis avec ton pain? Moi, je suis même avec le café. Un peu, tu sais, comme les gens prétentieuses de café. Je suis comme, oui, vous avez une cafetière. Je suis allée au barista avant. Mais je trouve ça tellement intéressant aussi ce que tu dis des fois, une belle motivation à faire des changements, c'est « Hey, veux-tu donner la chance de voir à quel point tu peux bien te sentir au quotidien quand ta normale, elle est pour ça, il faut faire des changements graduels puis à long terme, puis pas aller dans 0 à 100. Peut-être qu'il y a des gens qui ça fonctionne. Il y a des exceptions, mais c'est pas la règle. La majorité des gens, si tu changes... Si tu prends trop un revirement drastique, vont pas être capables de maintenir ça, pas au-dessus d'un an, en tout cas, là, selon... Puis tu sais, Joanie, justement, quand tu nommais que tu as fait des changements graduels, mettons, ça a été quoi, toi, les premières choses que tu as mises en place? Les smoothies. Non, mais... ça a été ça. Les smoothies, c'était ma cousine qui est arrivée avec ça. Puis là, j'étais comme, OK, j'y vais avec les smoothies. J'ai commencé à intégrer les smoothies, puis moi, je mangeais pas beaucoup de fruits. Parce que j'ai laissé tout à mes enfants, parce que les casseaux à 6 piastres le casseau, puis mon enfant, il mange un casseau à lui tout seul. Fait que j'ai laissé tout à mes enfants les fruits. Fait que j'étais comme, c'est pas grave, j'ai pas besoin moi de ça. On dirait que je me disais, pas besoin de ça. Puis, je sais pas, j'étais sur le robot, là, avec mes cafés, puis je renais.
On a tendance à offrir à nos enfants ce que nous, des fois, on aurait besoin. Ouais. Oui, fait que moi, je leur laissais tout ça, tu sais. Puis c'est pas parce que je commence, c'est ça. Puis là, j'ai commencé avec mes smoothies. Et ça a été quand même rapide, moi, dans mon énergie. Moi, j'ai vu dans mon énergie que... Mais t'as-tu changé plein de choses en même temps, comme le smoothie, mais en même temps... là, c'est sûr café. que... C'est ça, plusieurs changements. Mes smoothies, ça a été mon premier. Après ça, là, diminution de café parce que j'avais plus d'énergie. Fait que là, diminution de café. Après ça, augmentation aussi des fruits le soir. Fait que pas le soir, des légumes le soir. Fait que beaucoup de fibres. Beaucoup de fibres. Fait que avant, des légumes, j'en mangeais un petit peu dans mon assiette, rien que pour dire que j'avais mes petites vitamines. Mais là, c'est rendu... La majorité. Le 3/4 de mon assiette, tu sais. Puis je suis comme... Les légumes, au début, je tripais pas. Puis le goût s'est développé. Ouais, maintenant, une carotte, je suis comme, oh my God, une carotte. Bonne carotte. Je pense que tu nommais tantôt, mettons, de la courge spaghetti. Genre, as-tu découvert, justement, mettons, des légumes que t'es comme, waouh, si j'avais su avant? Je suis Bruxelles. C'est rendu ma passion, ma grande passion. Je suis Bruxelles. C'est vrai que c'est beaucoup détesté, puis pourtant, comme quand c'est bien apprêté, c'est bon. Ouais. C'est incroyable. Je suis Bruxelles, là. C'est bon. Fait que non, j'ai tout. Puis je vais à l'épicerie, puis maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde les rabais, les légumes. Fait que j'y vais pas avec ce que j'aime, j'y vais avec les rabais. Ouais. Ça me fait découvrir des nouvelles choses. Ça fait varier mon microbiote. Et ça fait aussi que si, mettons, je l'aime pas tant, moi, je les fous dans mon smoothie. C'est vrai que c'est une façon, ça ou un potage. Des fois, c'est une façon de penser. Ouais. Oui, puis même ça, de changer. C'est pour ça, quand je fais des stories, je suis comme, hey, checker mon potage. Au lieu d'avoir juste 3 ingrédients, c'est le temps d'en sacrer plein. Ouais. Mets tous tes légumes là, que tu es en train de passer, que tu vas perdre. Là, mais pour le gaspillage alimentaire aussi. Là, oui, des potages. Des recettes à 3. Moi, je suis capable. Je fais des recettes. La sauce spaghetti, c'est pas ma sauce. Mais tout le monde tripe. Il y a full de légumes. Je mets ça dans mon affaire. C'est râpé. Fait que mes enfants, ils le savent même pas, mais il y en a plein. Tu sais, fait que c'est juste de remplir le plus possible sur des affaires, des fois, que c'est facile, ça se met naturellement. Puis mes enfants, ça a été l'autre changement drastique que j'ai fait, par exemple, ça. Oui, comment ils ont trouvé ça? J'ai beaucoup de crainte. Moi, c'est les pâtes d'ours, OK? Moi, les fameuses pâtes d'ours qui étaient quotidiennes. Chaque matin, mes enfants avaient une pâte d'ours. Et puis, je dis pas que c'est correct, là, on va dire. Je pense qu'on a toute la... J'ai passé par là. Une fois que le lien est fait là, entre le marketing alimentaire puis que l'enfant a fait le lien, là, c'est tellement dur à briser. Oui, mais il faut que tu le fasses. Moi, ça, c'est un plaster. C'est un coup sec. Je peux pas. Je pouvais pas. Parce qu'à un moment donné, j'étais comme, OK, juste une fois sur 2 jours. Mais après ça, l'autre journée, non, oublie ça. Fait que moi, ça. T'es allé plus. Il y en a plus, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Puis, des crises, il y a eu des crises et des crises. Ça l'a pris pas tant longtemps. Ça a pris 7 jours, à peu près. Est-ce que tu as essayé d'en faire maison? Juste non, moi, là, tu sais quoi? Moi, je voulais, là, regarde, tu vas. Une pomme, banane, raisin. Yogourt, comme je nommais les aliments. J'étais comme, t'as le choix. Quoi tu veux? Puis il était comme, non, c'est parfait. Ben, OK, ben, y a rien. C'est une habitude. Mais tu sais, à tous les jours. J'étais allée drastique, mais c'est parce que Louane, qui est un petit bébé, le soleil, elle n'a pas eu accès au sucre aussi rapidement que Louane. Louane a goûté à ses premiers... Pour le deuxième enfant, c'est comme si on parle des écrans. Souvent, au premier enfant, on n'a pas un autre enfant à s'occuper. Fait que là, t'es plus... Tu sais, il y en a qui sont très stricts. Puis après ça, mais là, quand cet enfant-là est plus vieux, il y a des permissions que tu n'y avais pas permis quand il était plus petit bébé. Mais là, tu as un deuxième enfant, puis c'est comme plus difficile de... Tu peux pas. Fait que là, d'instaurer la même chose. Il y avait, pour vrai, Louane, puis le soleil, elle n'en mange quasiment pas de sucre parce que, justement, elle n'avait pas eu. Louane a une dépendance au sucre. Genre, vraiment, là, que c'est vraiment ça. Il pourrait manger n'importe quoi. Fait que Louane, ça a été très difficile pour Louane, je te dirais. Mais aujourd'hui, on arrive à la garderie, une collation, c'est comme, ah, maman, je veux des raisins, je veux des pommes, je veux des ci. Puis il prépare avec moi aussi. Fait que j'achète des genres de petites affaires avec des formes. Fait que ça devient au lieu que ça soit plate, que je donne un fruit que ça semble plate, ben je leur installe, puis c'est eux qui font leur forme. Mais ça, c'est de l'éducation nutritionnelle que tu es en train de leur offrir. Dans le fond. Ben, ils ont bien du fun. Fait que là, ils aiment manger leurs pommes. Ça l'augmente même, tu sais, chez les enfants qui sont plus difficiles ou plus réticents à essayer de nouveaux aliments. C'est un des conseils numéro 1 qu'on donne, c'est de cuisiner avec les enfants parce qu'ils ont tendance à vouloir essayer ce qu'ils ont fait.
juste par fierté, dans le fond. Fait qu'il y a une plus grande ouverture à au moins y goûter. Peut-être des fois qu'ils continuent pas, mais ils vont goûter davantage s'ils ont contribué à faire la recette avec toi. Ça, je pense que c'est un super bon conseil que même quelqu'un qui n'a pas forcément accès à de l'éducation, les faits nutritionnels, de cuisiner avec son enfant, de « Hey, viens brasser le plat de muffin avec maman », ce genre de choses-là. Parce que beaucoup de monde ne font plus aussi. Il y a des gens qui cuisinent pas du tout non plus, tu sais. C'est vrai. Puis là, Joanie, t'as ouvert la porte aussi, tu sais, les conseils justement de manger des fruits et légumes, d'avoir de la variété, d'être créatif dans la façon de les cuisiner, puis justement, la simplicité, tu mets ça dans le potage, dans le smoothie, tu as de la belle variété. Quand tu as parlé du sucre, Alexandra, ça me ramène aussi... tu en parles. Oui, justement. Je vais voir ce que je peux je vais voir ce que je peux et pas dire, parce qu'en fait, les résultats de ma thèse sont pas encore publiés scientifiquement. Ben oui, on peut en parler. Mais est-ce qu'il y avait une question spécifique ou c'était... Oui, mais en fait, allons-y peut-être. Tu sais, là, on parlait justement du sucre qu'on va retrouver plus dans les produits transformés. Donc, tu sais, tu as nommé tantôt le sucre plus raffiné, le sucre qu'on va retrouver de sources naturelles dans le sirop d'érable, le miel, les jus de fruits, versus les édulcorants. Mettons que, tu sais, c'est genre 3 catégories. Parle-nous. Ouais. En fait, moi, la base, le sucre dans les pâtes douces, la pâte douce, la pâte rude. Oui, donc ce sucre plus raffiné qu'on retrouve davantage dans les produits industriels, qu'est-ce que ça fait sur le microbiote? Moi, ce qui m'avait intéressé le plus au départ, c'est un peu l'espèce d'idée préconçue qu'on part qu'un sucre naturel. Puis là, je dis ça comme ça parce que, théoriquement, un sucre raffiné, ça vient quand même d'une plante, là. Ça vient de la canne à sucre. Fait que la seule nuance qu'on apporte, c'est qu'il y a eu des processus comme de blanchissage ou blanchiment, je sais pas trop lequel terme utiliser, mais pour le raffiner. Mais théoriquement, ça part d'une plante autant que le sirop d'érable vient d'un arbre. Puis la molécule finale, l'orange, c'est ça. C'est la même. Puis on a tendance à percevoir les sucres naturels comme étant meilleurs. Puis si on regarde avant le guide alimentaire de 2019, le jus faisait partie, les jus de fruits faisaient partie d'une portion de fruits et légumes. Puis moi, je me suis vraiment intéressée au sucre consommé sous la forme de breuvage. Là. Ça, c'est quand même une nuance importante à amener. Donc, les breuvages sucrés comme tout ce qu'on peut penser, là, de la liqueur, des sodas, des choses comme ça, versus des jus de fruits. C'était ça ce qui m'intéressait le principal. Parce qu'en fait, quand tu regardes au niveau moléculaire, au niveau chimique, même au niveau de la composition, si je te montrais 2 verres, je te disais, ça, c'est le sucre contenu dans un jus de fruits d'orange. Ça, c'est le sucre contenu dans ton... Pepsi. Je veux pas nommer de marque. OK, est-ce que je peux nommer une marque? Ça, c'est beau. Tout le monde le sait. Dans ton Pepsi, c'est presque la même quantité. C'est pareil. Ils ont la même quantité de sucre. C'est autant de sucre qu'on dit libre dans un jus qui vient d'un orange ou d'un autre fruit que dans un jus comme un breuvage sucré transformé. Puis là, si tu regardes même au niveau des molécules, c'est la même chose. C'est du sucrose, du glucose libre, du fructose libre. Donc, ça se ressemble. Donc, pourquoi on pense qu'un jus de fruits serait meilleur? Puis là, il y avait des hypothèses. Bien, ça contient des vitamines, des antioxydants. Fait que c'est un peu... moi, j'ai choisi comme un aspect métabolique spécifique qu'on appelle la réponse glycémique. Donc, dans le fond, c'est comment ton corps prend en charge le glucose, qui est la plus petite unité de sucre, une fois que tu le consommes. Puis là, ça, les réponses glycémiques, après, on peut associer ça plus tard, par exemple, au risque de diabète, puis d'autres maladies qu'on dit non transmissibles. C'est ce qui m'avait intéressé au départ, puis après, les édulcorants sont arrivés. Parce que là, les édulcorants arrivent, puis c'est un composé qui goûte le sucre, mais qui ne procure pas de calories, contrairement au sucre naturel et au sucre raffiné. Mais, curieusement, pour lequel on a commencé à trouver, au début c'était chez la souris, des effets au niveau des réponses glycémiques, ce qui fait métaboliquement au début pas de sens. Parce que si on n'est pas capable de le digérer, ça ne devrait pas avoir d'influence. Il y a théoriquement pas de glucose là-dedans. Comment ça pourrait augmenter mes réponses glycémiques à moi? Et c'est là un peu que le microbiote est arrivé parce qu'il y a des études qui ont commencé à regarder qu'est-ce qui pourrait expliquer ce qu'on observe par rapport à ça. Donc, tout ça pour dire que moi, ce que j'ai fait durant ma thèse, c'est ça. Donc, j'ai donné, je sais pas si on peut en parler un peu. OK. Moi, j'ai fait une étude de 21 jours, donc 3 semaines. Puis là, c'est un peu comme un clin d'œil parce qu'il y a un dicton qui dit qu'il ne suffit que de 21 jours pour changer une habitude. Fait que j'ai un peu choisi le chiffre de 3 semaines aussi pour être un peu plus long que les études qui ont fait juste 2 semaines. Puis on dirait qu'à 4-5 semaines, on a beaucoup de drop-out des participants. Donc, des participants qui... C'est trop long. L'adhérence est pas bonne. On se rappelle que les participants de recherche sont pas
payer pour faire ça. Des fois, ils ont certains avantages. On peut faire des tirages ou donner des cartes cadeaux, mais c'est du temps qu'ils prennent bénévole pour faire ça. Fait que j'ai regardé pendant 3 semaines des gens qui consommaient 15% de leurs dépenses énergétiques, c'est quand même beaucoup, en breuvage sucré, soit de sucre raffiné, soit de sucre naturel, donc provenant des jus de fruits, ou en édulcorant en équivalence de volume. Puis là, j'ai mesuré plein de facteurs, comme les marqueurs inflammatoires, les réponses glycémiques, le microbiote intestinal. Puis sans aller spécifiquement trop en détail dans les résultats, surprenant. Puis là, ça va dépendre aussi du type d'édulcorant. Moi, j'ai pris du sucralose, qui est du Splenda. Fait qu'il ne faut pas non plus tirer les conclusions pour tous les édulcorants parce que ça aussi, c'est une chose que les gens oublient. Une étude trouve quelque chose sur l'aspartame puis les gens assument que tous les édulcorants vont avoir le même effet, ce qui est faux parce que c'est toutes des molécules différentes. Mais j'ai remarqué, pour le microbiote intestinal, il n'y en avait aucun qui a eu une influence. Okay. Autant positif que négatif pendant 3 semaines. Ça ferait rien sur le microbiote. Pas nécessairement. Là, je vais y arriver, mais le sucralose, par contre, a eu des effets dommageables au niveau de la tolérance au glucose. Donc, c'est le seul des 3 breuvages qui a eu des effets sur les réponses glycémiques, tandis que le sucre n'en avait pas. Mais là, est-ce que ça veut dire... C'est ça, là, c'est une très bonne question. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet sur le microbiote? On ne peut même pas encore conclure ça pour la simple raison que si, mettons, on prend nos réponses glycémiques ici, il n'y a pas une très grande variabilité entre chaque individu là, au niveau de la glycémie à jeun. Tu sais, c'est quand même très petit. Il y a une différence, mais c'est quand même très petit là, si on est en santé, les valeurs qu'on va avoir dans notre sang. Mais si je regarde le microbiote, la différence est tellement énorme d'une personne à l'autre que ça prendrait, en fait... On se rend compte pour pouvoir finalement répondre aux questions scientifiques, des fois plus d'une centaine de participants de recherche ou du moins d'autres outils qui nous permettent de l'évaluer de manière plus précise parce que ça devient difficile en termes de protocole de recherche de venir faire des statistiques parce qu'il y a trop de variabilité dans le microbiote de chaque personne. Puis ils partent aussi, là, si on remet à la discussion qu'on a eue du début, ils partent avec un bagage qui est tout différent au niveau de la naissance, de l'utilisation d'antibiotiques, de leur alimentation. Tu sais, moi, dans mon projet de recherche de rêve, je voudrais nourrir des participants comme, tu sais, faire un projet de recherche où est-ce que tous leurs repas sont fournis de A à Z pendant l'étude, mais aussi même quelques semaines avant pour espérer un peu essayer de mettre à niveau leur microbiote intestinal. Ah, ça serait bon. Mais ça prend énormément d'argent pour faire un projet comme ça, tu sais. C'est comme un projet de... C'est utopique un peu parce que, tu sais, malheureusement, du financement de recherche... aussi gros que ça, il y a juste les industries alimentaires qui l'ont, puis les compagnies privées, puis ils vont pas payer pour faire ça, tu sais, comme... Mais j'apprécie que tu l'expliques parce que des fois, ça vient un peu mettre en perspective quand le monde sont quand même en nutrition, genre il y a bien des affaires qui sont pas claires, il y a beaucoup d'incertitudes, mais c'est que pour répondre à ces questions-là adéquatement, il y a des enjeux de méthodologique, de faisabilité qui sont vraiment importants. On a pu corroborer que, dans le cas de mon projet d'étude, que le sucralose avait des effets dommageable sur les réponses glycémiques, mais on n'a pas pu l'associer au microbiote intestinal que d'autres ont pu faire chez la souris, entre autres. Mais c'est un environnement qui est tellement plus contrôlé quand tu as des souris. Quand on fait des études chez les souris, souvent, sont toutes génétiquement pareilles. Fait qu'ils sont toutes identiques, c'est ça. Ou sinon, s'ils ne le sont pas, ils vivent dans un environnement qui est similaire. Fait qu'ils ont eu toutes le même... Tu sais, à partir de leur moment, ils ont tous eu la même exposition. Puis même, là, on va plus loin. Mais même, ils doivent pas tout être dans la même cage parce que les souris, en fait, ça mange leur matière fécale. C'est un type d'animal qui mange leur matière fécale. Fait qu'ils ont tendance à tout avoir le même microbiote si tu les mets ensemble. Parce qu'ils mangent les matières fécales de une et l'autre. Fait que comme toute la rotation de cage, c'est super complexe, mais ça fait que des fois, on remarque des choses chez les souris qu'on a de la difficulté à reproduire chez l'humain. Mais le lien, il peut être là, le lien, il peut exister, c'est juste que on ne sait pas encore, c'est ça, on n'est pas rendu scientifiquement au point où on est capable de comprendre pourquoi et comment. C'est même tous les liens qu'on a dit là, avec le développement du système immunitaire, les maladies auto-immunes, inflammatoires, on sait que c'est là, il y a des corrélations fortes entre le microbiote et ces maladies-là, mais est-ce qu'on est capable de dire, une fois qu'on sait ça, c'est quoi là, la connexion? C'est ça qu'on cherche. Ces bactéries-là, comment ils communiquent avec le reste de notre corps, puis qu'est-ce qui fait en sorte que ça se produit? Est-ce que c'est juste des marqueurs inflammatoires ou il y a même... C'est pour ça qu'on regarde les métabolites puis ce que les bactéries produisent parce que peut-être que c'est pas les bactéries en soi, mais même
des composantes que les bactéries libèrent qui ont une influence, tu sais. Oui, il y a clairement quelque chose. C'est très compliqué, là. Tout ce qui est... C'est pour ça que, là, on se dit, comment on peut ça, mais moi, utilisez votre logique, tu sais. La logique, c'est que tout le monde sait comment bien manger. Tout le monde. Retour aux sources. Tout le monde sait comment bien manger. Instinctivement, oui. Oui, on le sait. C'est plus dur une fois que les gens arrivent à l'épicerie. Oui, c'est ça. C'est vraiment les... Mais je suis sûre que si on pose la question à tout le monde, pour vous, c'est quoi une saine alimentation? Même s'ils le font pas, vont être capables de dire beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Toi, tu donnes des choix. OK, aliments, tu leur mets des photos. Transformés ou pas. Après ça, fruits, comme... C'est sûr, tu donnes des choix. Fait qu'on le sait, c'est juste comme tu dis, on est tellement... Puis il y a tellement maintenant de bons produits. Des fois, c'est des produits transformés qui ont l'air qui sont marketés comme étant sains. Ben, justement, les édulcorants. Dans la majorité des produits transformés qui ont le label un peu clean, santé, sans sucre, les gens achètent parce que c'est écrit sans sucre, il y a toujours des édulcorants dedans. Ouais. Toujours. Et ça, justement, tu me disais, mettons, dans ton projet, le sucralose, il n'y a pas d'effet qui a été observé. L'étude... Sur le microbiote, dans mon projet, oui. Sur le microbiote, mais disons, tu sais, d'autres qui sont dans beaucoup de produits, notamment l'aspartame, je pense au stevia aussi. Oui. Ça, curieusement, on dirait que même là-dedans, il y a aussi on sait pas trop. Dichotomie comme une naturel versus fait en laboratoire. Tu sais, même si à la base, c'est des édulcorants, mais on dirait que même là-dedans, les gens vont juger, par exemple, le stevia ou le fruit du moine comme étant supérieur à l'aspartame ou le sucralose, qui est une molécule laboratoire. Puis pourtant, je ne l'ai pas testé encore sur les autres édulcorants personnellement, mais selon mes lectures, tu sais, au niveau du microbiote intestinal, le stevia, ça serait un qui pourrait être problématique. Pourtant, c'est très, très, très populaire parce que c'est un qui est plus naturel. Ça fait un peu moins... C'est tout au niveau marketing. Ça fait un peu moins peur au public qu'une molécule qui a été faite, comme on dirait, par des mad scientists en laboratoire. Puis, pourtant, on le sait pas plus, tu sais. Ouais. Quand un produit est approuvé comme additif alimentaire, tu sais, oui, il y a beaucoup de tests au niveau de la toxicité, des risques de maladie et tout ça, mais est-ce qu'on sait ce que ça peut faire sur 15 ans, 20 ans? Pas nécessairement. Tu sais, on regarde des niveaux toxiques qui peuvent être dangereux. Pas est-ce que ça augmente ta prédisposition à telle maladie chronique, tu sais. Oui, puis un produit, c'est pas pareil comme, tu sais, les produits ménagers aussi, ça, on n'en parle pas souvent, mais les produits ménagers aussi, tu sais, le Bon Ami, là, que je respire ça, je suis vraiment, tu sais, c'est vrai que des fois, on se dit, ben si c'est sur la tablette, c'est pas, Mais c'est tout moi, je pense vraiment, puis même si les scientifiques, ah non, ce produit-là, il est pas nocif, oui, mais c'est toute l'accumulation. Mais des fois, on le sait pas encore. C'est pensons à l'amiante. Ou au plomb, tu sais, les maisons qui étaient faites avec la viande. Pas longtemps. Ben oui, le plomb qui était dans la peinture, qui se sont rendus. Il y a plein de choses là, qu'au début, on pensait que c'était nocif, finalement, que c'était pas nocif, pardon, finalement, tu t'en rends compte. Puis, tu sais, dans ces moments-là où il y a de l'incertitude, le monde sont comme, mais Colin, je fais quoi? Puis, je pense que, tu sais, quand tu nommais l'aspect de la modération. Mais c'est ça, des fois, qui fait perdre. Les gens perdent confiance en la science parce qu'ils n'ont pas des réponses qui leur sont claires, mais. Je trouve que c'est important de comprendre que la science, c'est en constante évolution. Tu sais, moi, je dis tout le temps, j'ai comme un dicton que je dis quand j'enseigne à l'université puis qui fait un peu comme les étudiants sont tous surpris. Puis je dis, si un conseil que je peux vous donner, c'est utilisez pas mes notes de cours dans 10 ans pour votre pratique professionnelle. Puis ils sont comme, tu sais, c'est comme, ils sont comme, ben pourquoi qu'elle dit ça? Je dis, parce que si d'ici 10 ans, ça n'a pas évolué, il y a un problème. La science, c'est ça un des fondements principaux pour moi, c'est faut accepter qu'il faut toujours apprendre. C'est en constant apprentissage. Les technologies évoluent. Des fois, il y a des choses qu'on ne savait pas, mais c'est parce qu'on n'avait même pas les outils technologiques pour être capable de le mesurer ou de répondre. Fait que c'est normal. Faut faire la différence entre nos opinions personnelles ou comme nos core values, puis dans le fond, des faits scientifiques, tu sais. Si on en parle, on a un épisode sur les convictions, les croyances. C'est comme aussi la tendance des gens, des fois, de juste aller chercher de l'information qui vont valider leurs propres idées préconçues au lieu de les challenger. Comme même moi, je trouve, dans le domaine comme de la recherche, c'est ce qui m'a le plus aidé. C'est le jour où j'ai commencé à aller chercher des opinions puis des faits qui vont à l'encontre d'un peu comme de mes valeurs ou de mes opinions. Puis ça permet vraiment, je trouve, de venir comprendre les deux côtés puis de se retrouver un peu au milieu. Il y a plein c'est ça, c'est qu'il y a plein de sciences. Fait que là, tu te dis comme, ben là, il y a une étude scientifique, là, tu le vois, ces réseaux sociaux de plus en plus, tu vois des vidéos, puis c'est comme, non, c'est scientifiquement, c'est pas prouvé, mais comme l'autre qui sort l'autre science. Parce que là, il faut avoir des connaissances, faut quasiment avoir un doctorat pour après regarder ces études-là. Puis
trouver les raisons de pourquoi ils ont trouvé ça. Parce que des fois, oui, tu vas dire, il y a une étude qui a trouvé ça, une étude qui a trouvé ça. Mais là, quand tu commences à regarder leur méthode, c'est là que tu peux critiquer puis dire, ben oui, mais cette étude-là n'a pas tenu compte de l'alimentation comme variable qui confond les résultats, où ils ont testé chez 12 hommes, il n'y avait pas de femmes. Comme, tu sais, il y a plein d'aspects que tu peux voir, comme ils n'ont pas contrôlé pour est-ce que la personne prenait d'autres suppléments. Il y a tellement de choses quand tu construis une étude scientifique qu'il faut que tu penses. Par exemple, moi, je mesure les marqueurs inflammatoires. Si je n'avais pas contrôlé pour la prise d'Advil, là, puis je laissais tout le monde prendre, tu sais, ou les médicaments, il y a plein de médicaments qui viennent réduire l'inflammation, mais moi, c'est quelque chose qu'il fallait que je pense au début pour savoir quels médicaments les gens prenaient, parce que là, à ce moment-là, s'ils prennent des médicaments anti-inflammatoires, ben ça vient biaiser mes résultats, puis peut-être que je trouverais pas de réponse quand, dans le fond, il y en a une pour vrai, mais c'est à cause d'autres facteurs dans leur vie à eux que la différence n'est pas perçue. Ça ramène à l'importance que c'est jamais nos recommandations nutritionnelles ou le fait qu'on sache que les fibres solubles sont bénéfique pour le microbiote, c'est pas une seule étude, c'est la totalité, c'est la totalité, puis c'est ça pour venir avoir de bigger picture. Il y a une énorme base d'évidence là, pour les fibres solubles. Fait qu'après, quand j'entends des discours sur qu'on devrait pas manger de fruits et légumes ou que les fruits ont trop de sucre, honnêtement, ça arrive pas, là, quelqu'un qui est en situation de maladie chronique ou comme en situation d'obésité, puis que la cause, c'est parce qu'il a mangé trop de fruits et légumes. C'est pas ça, là, tu sais. Ça l'arrive pas, tu sais. Puis si ça l'arrive... Dis tes épinards. Mais non, mais... Ça n'existe pas dans ta raison. Il y a énormément de données là, sur les fibres. C'est quasiment... à ce point-ci, là, indiscutable de dire le contraire. On pourrait comme commencer à débattre sur, OK, une fois que les bactéries fermentent ces fibres-là, quels composés ils vont faire. Tu sais, là, j'ai parlé des acides gras libres, mais il y en a peut-être d'autres qu'on ne sait pas encore qui nous aideraient ou des choses comme ça. Tu sais, où on peut aussi se questionner sur le rôle de ces acides gras libres-là, mais le fait que les bactéries prennent les fibres. Et là, ça, on n'en a pas encore parlé, mais les fibres solubles, on appelle ça des prébiotiques. C'est exactement là. C'est le prochain point où je m'en allais, justement. Quand on parle de microbiote, justement, qu'on va à la pharmacie ou même, justement, sur les réseaux sociaux, on va voir le marché des probiotiques et des prébiotiques. Deux choses qui sont différentes. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'on sait à ce sujet? C'est en fait plus clair que ça le paraît, là, mais des prébiotiques, c'est un aliment qu'on n'est pas capable de digérer, nous, mais que nos bactéries vont utiliser puis vont faire des composés, comme on a parlé, qui peuvent être bénéfiques pour notre santé. Les bactéries. Oui, c'est de la nourriture pour spécifiquement les bonnes bactéries. C'est ça la nuance, parce que les prébiotiques, c'est des aliments qui vont être sélectifs pour les bactéries qui sont bénéfiques et que les bactéries pathogènes ne vont pas nécessairement utiliser. Fait qu'au final, c'est pour ça que ça a des effets positifs, parce que c'est la nourriture qui est pour les bonnes bactéries seulement. C'est ça que j'avais entendu, c'est que le sucre, il nourrissait les mauvaises. Ça se peut-tu? Oui, le sucre, c'est ça. Moi, je ne l'ai pas observé dans mon étude, là, comme les changements au niveau du microbiote, mais il y a quand même des données là, au niveau d'une alimentation riche en sucre raffiné, que ça viendrait faire un déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries intestinales. Même si je n'ai pas réussi à l'observer dans les paramètres que j'ai étudiés, il y a quand même des données là-dessus. Mais moi, mon objectif, mon étude, elle a été construite aussi pour les édulcorants, là, spécifiquement. Puis, tandis que les boissons sucrées servaient un peu de groupe contrôle. Et souvent, ce qui arrive aussi, c'est que, justement, quand tu as beaucoup d'un certain nutriment, par exemple, beaucoup de sucre libre qui peuvent nourrir ces bactéries-là, ben c'est de se poser la question, mais s'il y a autant de quelque chose, qu'est-ce qui n'est pas présent? Pas assez d'autres choses, donc, des fois. Tu manges beaucoup de sucre libre, mais là, justement, est-ce que tu consommes des végétaux? Est-ce que tu consommes des grains entiers? Est-ce que tu consommes des protéines de sources variées? Donc, souvent, il y a ce double effet de l'effet négatif peut-être du nutriment en soi, mais aussi l'effet négatif de l'absence des autres nutriments. Encore une fois, on revient à la modération. C'est n'importe quoi que... on pourrait avoir une toxicité aux épinards. Là, si 90 de ton alimentation consisterait juste d'épinards, ben, tu manquerais de plein d'autres éléments essentiels. Fait qu'au final, quelque chose qui était super positif devient comme... Puis, on revient prébiotique. Là. Maintenant, probiotique, c'est les micro-organismes eux-mêmes. C'est des probiotiques, c'est des bactéries. Fait qu'au lieu de manger la nourriture pour nourrir tes propres bactéries, un probiotique comme un supplément, c'est les bactéries en tant que telles que tu consommes. Puis là, je dis supplément, mais on le trouve aussi dans des sources alimentaires, qu'on dit les aliments fermentés, comme le kimchi, le kéfir, la choucroute, le tempeh. Le kombucha. Oui, le kombucha. On dirait que j'y pense jamais parce que
il y a tellement soit beaucoup de sucre, beaucoup ouais, dans le kombucha que des fois, comme l'effet... Est-ce qu'il y aurait là? Je pense que c'est peut-être pas le meilleur exemple. C'est pas celui, mais oui, ça en est un, mais ils en font quand même réduit en sucre, mais apparemment, le goût est tellement puissant que des fois, c'est dur de le faire accepter. Ou dans les produits japonais, je pense qu'il y a le natto. En tout cas, si, mettons, tu vas dans d'autres genres de cuisine qui est aussi un aliment fermenté, j'en ai mangé une fois au Japon, c'était si tu manges... mais tu manges pas tant de sucre, whatever, tu te prends un kombucha, whatever. Mais l'affaire, c'est que quand on regarde, mettons, si on dit maintenant, est-ce qu'on mange des suppléments ou on mange des aliments, c'est que les aliments vont avoir tendance à avoir une plus grande diversité en termes de... Même les aliments fermentés, comme kimchi. Les prébiotiques, ça, c'est très bon parce que ça vient nourrir tes probactéries, fait que tu les aides. Puis là, c'est pas modifié, c'est de la nourriture que tu leur donnes pour aider à se peupler. Là, quand tu prends des probiotiques, bien, il y a environ 50%, des fois plus, de ces bactéries-là que tu manges qui ne survivront pas au processus de digestion. Même autant des aliments que les suppléments. Fait qu'il en faut énormément pour réussir à ce qu'il y en ait qui soient vivantes de ce que tu as mangé, qui se rendent, en fait, à ton microbiote. Mais là, même si on compare, mettons, suppléments versus aliments fermentés, j'ai tendance à dire qu'au niveau peut-être plus holistique, les aliments fermentés seraient meilleurs parce qu'en fait, ils vont avoir une plus grande diversité en termes de bactéries qu'elles contiennent. Puis, il y a d'autres composantes dans les aliments qui vont aider à leur survie pour qu'ils se rendent à l'intestin. Mais là où les suppléments de probiotiques peuvent être intéressants, c'est que souvent les souches sont... Le type de bactéries. Oui, c'est quoi targeter? Ils vont aller cibler. Cibler. On les a choisis spécifiquement pour une raison et les doses sont aussi très précises. Donc, les suppléments peuvent aider si on l'utilise dans le cadre, pas d'une alimentation globale, mais plutôt comme pour traiter quelque chose de spécifique. Exemple, on a une gastro, on veut aider à se rétablir plus vite, ou on vient de prendre des antibiotiques, on veut aider notre microbiote à revenir. Bien là, à ce moment-là, les suppléments peuvent être bien parce que on sait quelles souches sont là, puis les dosages sont plus spécifiques qu'un aliment, mais idéalement, on veut même si on prend des suppléments, on devrait quand même prioriser les prébiotiques et les aliments fermentés aussi, puis pas juste se fier au fait qu'on prend un supplément là, de probiotiques. Et corrige-moi, mais il me semble que de ce que j'avais lu aussi de l'état de la science actuelle sur les probiotiques, puisqu'on est encore tellement à apprendre sur quel type de souche, quel type de bactérie va avoir telle influence que c'est dur en ce moment. De savoir exactement laquelle on a besoin. Puis encore une fois, ça se pourrait que même si celle-là, elle a des effets positifs, mais peut-être qu'elle a besoin d'être jumelée avec telle et telle et telle bactérie pour être à son plein potentiel. Puis que là, même s'ils sont bonnes, si t'en as trop de une, ça peut devenir problématique parce que c'est vraiment comme le microbiote, c'est un écosystème qui est super dynamique et très complexe. Puis il y a comme une fine... comme un orchestre. Oui, c'est complexe. Est-ce que tu peux en essayer un? Mettons, tu sais, moi aussi, c'était les probiotiques que j'ai eu le plus de misère à comprendre. Surtout pour mon garçon. Il me dit, mon professeur d'université, il a dit, essaye une souche, essaye une sorte, puis si tu vois qu'il n'y a aucun changement, ben, ça veut dire que c'était pas celle-là qui a besoin. T'sais. Fait que ça, mais ça, j'avais oublié de demander combien de jours qu'on devrait essayer une souche. Est-ce que c'est comme toute la boîte? Ça aussi, on a entendu parler de ça. Il faudrait que toute la boîte soit finie. Mais je dirais, pour observer un changement, il faudrait minimum une semaine. Là, puis plus que ça. Mais là, on parlerait peut-être d'une condition plus aiguë. Tu sais, exemple, tu as une gastro, il vient de prendre des antibiotiques. Mais si on parle d'antibiotiques, là, je risque peut-être de vous... C'est au moins 3 mois que ça prend à ton microbiote pour revenir à un état optimal. C'est long. Fait que, tu parles à antibiotiques, après antibiotiques. Puis là, on parle même pas de résistance. On parle juste comme pour ramener ton microbiote parce que c'est peut-être qu'un jour, ça serait, selon moi, le rêve. Imagine-tu qu'on réussit à trouver une forme d'antibiotique, mais qui vient juste targeter les mauvaises. Les mauvaises, tu sais, les pathogènes qui te rendent malade puis qui affectent pas les bonnes. C'est un peu... Parce que c'est ça le problème, c'est que là, on a la solution, mais ça vient tuer toutes les bactéries. Fait que c'est aussi difficile pour les bonnes de se repeupler. Puis là aussi, le problème, c'est qu'une fois, là, après tes antibiotiques, là, c'est un terrain neutre. Fait que là, t'as plus autant de bonnes bactéries qui viennent se battre pour l'espace. Fait que là, si tu fais rien, ça peut laisser plus de place aux mauvaises bactéries de venir essayer de prendre avantage du fait que le microbiote a été... C'est pour ça que ça serait là le meilleur moment de encore plus bien s'alimenter. Par contre, ça sert à rien pendant que tu prends les antibiotiques. Parce que les antibiotiques ont pour but de tuer les bactéries. Parce que ça coûte quand même cher, les suppléments de probiotiques. Si tu payes pour un supplément de probiotiques, mais tu le commences en même temps que tes antibiotiques, c'est un peu de l'argent gaspillé parce qu'ils ne survivront pas.
Puis, tu sais, on parlait de l'aspect financier des fruits et légumes qui coûtent cher. Tu sais, si t'es pour investir 30 $ dans une bouteille de probiotiques versus dans une plus grande diversité d'aliments ou des aliments fermentés. Ouais, c'est ça, du kéfir, c'est un smoothie avec du kéfir. Ouais, est-ce que tu connais ça? Kéfir, c'est mon meilleur ami. Oui, mon amie naturopathe, elle m'en fait des maisons, puis c'est genre, elle m'amène ma bouteille de kéfir, puis mes enfants, ils triplent là-dessus. Mais moi, je trouve ça super bon. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça un petit peu acide, mais... si tu le fais maison, tu peux même le doser un peu plus. Faut pas paniquer non plus s'il y a un peu de sucre dedans. C'est pas grave, là, comme on en a parlé. Tout est une question de modération. Fait qu'il y a quand même une différence entre le fait de dire que tu bois... du kéfir qui a quand même des sucres ajoutés que de dire qu'à tous les jours, tu prends plein de produits transformés puis que ça représente la majorité de ton alimentation. C'est pas ça. Puis l'affaire, c'est que s'il n'y en a pas de sucre, ils vont mettre des édulcorants. Puis à ce point-là, est-ce que c'est meilleur? Ça. Je ne crois pas. Non, j'aime mieux un sucre ben moi, je suis mon avis professionnel. Je mets du miel, j'essaie d'y aller avec toutes des affaires qui ont d'autres bonnes choses aussi. Exact. Mon opinion professionnelle, moi, ça a toujours été... On va le plus simple possible, ce qui ressemble le plus à comment l'aliment est trouvé en nature, avec modération, que d'essayer de trouver quelque chose qui est comme un substitut à, mais qu'on ne sait pas encore si ça a le même effet. Mais encore une fois, là, utopiquement parlant, peut-être qu'un jour, on va réussir à trouver un édulcorant sans sucre qui a des avantages sur la santé. Imagine-tu le jour où on va... Si ça existe, qu'on réussit à trouver quelque chose qui goûte sucré, puis qu'en plus, ça a des effets positifs, mais bon, on n'en est pas là. Non, puis le sucre, là, plus t'en manges, plus t'en as besoin. Mais moins t'en manges, moins t'en as besoin. Puis ça a été... le goût, c'est tout est dans la saveur. Moi, je me suis très... tu sais, le sucre, pour moi, c'est plus... tu vas m'offrir un chocolat, je me prive pas en me disant non. Mais les papilles gustatives vont s'habituer à... Oui, mais même chez les jeunes enfants, tu sais, dans le temps, là, nous, on a peut-être environ tout le même âge, là, mais tu sais, dans le temps des purées, il y avait du sucre qui était mis là-dedans. Fait que les enfants, tu sais, étaient nourris, des fois, les bébés étaient nourris avec un goût de fraise sucré ou un goût de... Fait que c'était tout le temps. Après ça, c'est difficile de retourner à c'est ça que le fruit goûte en temps normal, qui est déjà pourtant sucré. Mais t'as raison, de plus t'en manges, plus t'es un peu comme... un peu désensibilisé à la... Moi, je me souviens, la première fois où j'avais, mettons, depuis un temps, j'ai du yogourt grec nature à la maison. Puis la fois où là, j'ai regoûté du yogourt à la vanille, j'étais là, whoop, l'ail! Mais avoue aussi, tu te rappelles quand t'as passé au yogourt nature, ça prenait un bout de volonté. Là. C'est pas OK, c'est pas ce que je suis habituée. Mais après, moi aussi, il y a cette habituation. Je trouve ça plus dur d'un peu après retourner en arrière. Puis là, tu goûtes à des choses, t'es comme, comment je faisais pour manger ça avant? Mais tu te fais des... Moi, avec des enfants, on dirait que tu as plein d'imagination, mais moi, je me fais un shake avec des fruits et des smoothies, j'en mets par-dessus leur yogourt, je brasse ça. Fait que là, ça fait qu'ils ont une saveur naturelle, puis ça fait qu'ils mangent des fruits aussi. Puis... Mais ça développe le palais aussi, parce que du sucre, plein de trucs. Du sucre blanc, là, c'est blend. Ça n'a pas de goût. Mais tu sais, ça goûte sucré. Mais ça n'a pas de flaveur. C'est pas comme du miel, c'est pas comme du sirop d'érable. Parce que même des enfants, honnêtement, si on mangeait juste du sucre raffiné blanc toute leur vie, tu leur donnes une cuillère de miel à 6-7 ans, puis ils vont dire que c'est pas bon, même si ça goûte sucré, parce que c'est pointu comme goût. T'sais. Fait que moi, je pense que d'habituer surtout les enfants à un jeune âge à plein de différentes saveurs, c'est ça qui est... Ça a juste des avantages. C'est tough, là, je le sais. Il y en a plein qui disent comment on va faire, puis je l'ai fait, puis pour vrai, c'est tough. C'est vraiment tough. Mais j'ai l'impression qu'avec des enfants... En tout cas, moi, je pense que c'est comme chez nous. Ils vont chez grand-papa, grand-maman, il y en a, là. Il y en a des pâtes d'ours. Parce que ça fait un équilibre. C'est un peu là, au moment où on filme, on est proche de l'Halloween. Mais tu sais, des fois, j'ai cette question-là, des fois par des étudiants, parce que je fais pas de pratique clinique, fait qu'on dirait que tous mes exemples viennent de quand j'enseigne. Mais, qu'est-ce qu'on fait pour les bonbons à l'Halloween? Ben, tu leur donnes. Ben oui. C'est une fête, c'est festif, c'est le fun. Là, après ça, des fois, tu peux créer plus de dommages en essayant de trop restreindre, puis de rendre ça comme quelque chose de spécial, puis de faut pas en manger trop, que là, l'enfant, au contraire, peut développer une genre d'obsession. Pour ça, parce que c'est pas assez banalisé. Puis au lieu de prendre un petit chocolat, puis être comme, OK, je suis contente, il va aller en manger 10 en cachette. On s'entend. Moi, j'ai la croyance personnelle qu'il faut tout passer par l'étape où tu te rends au point que tu as mal au cœur d'avoir mangé des bonbons à l'enfance pour te dire,
c'est peut-être pas une bonne idée que je fasse ça. Tu sais, je suis sûre que tout le monde l'a fait. On a tout le lendemain de l'Halloween, puis là, t'es comme, je me sens pas bien. C'est ça un peu qui te motive à changer quand tu disais au niveau tantôt les changements que tu as faits pour ta fatigue, puis tout ça. Puis que là, après, tu revenais à d'autres choses que tu mangeais avant, puis tu disais, ailleurs, je me sens pas bien. Mais des fois, c'est ça qui te permet de continuer parce que tu veux mieux te sentir. Oui, mais nos enfants, on dirait que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas ce... Moi, le plus beau cadeau que je vais offrir à mes enfants, c'est qu'il n'y ait pas ce combat-là à faire. Tu sais, que le goût du sucre, ma fille, la mère, je capote à chaque fois. Comme, elle va, des fois, justement, grand-papa, il va amener un chocolat, puis elle va en manger un, puis elle va dire, ah non, j'en veux plus. Puis même des fois, elle va en manger plus, parce qu'elle n'aurait pas en donner plus, puis elle les a toutes mangées, puis après ça, elle se sent pas bien, puis elle dit, maman, j'ai mangé trop de chocolat. Je suis comme, hey, comme. OK, mais c'est pas vraiment chouette, tu le sais. Puis c'est sûr que ma cocotte du chocolat trop, ça se peut que ça te fasse mal au ventre, puis tout ça. Fait qu'elle est full consciente, puis je la rends consciente de comment qu'elle se sent. Les effets de l'alimentation. Ouais, c'est plus ça. Moi, je vais beaucoup dans les effets, puis on fait des dessins aussi. Je fais des dessins des méchantes bactéries, puis des mauvaises. C'est cute! Ça, les chocolats, ils aiment quoi? Ils aiment les méchantes. Oui, parfait. C'est correct de temps en temps, mais elle est consciente. Je dis, c'est correct d'en manger. C'est pas ça pas ça le problème, c'est d'être conscient que qu'est-ce que ça fait. C'est juste ça. Puis c'est d'éduquer nos enfants. Les gens voient des fois les bonbons, les desserts, comme si c'est la principale source de sucre que les gens mangent, mais c'est même pas ça, souvent. Tu sais, les gens, quand tu leur demandes, est-ce que toi, tu manges du sucre? Ils sont comme, non, je mange pas beaucoup de sucre, j'aime pas ça, le dessert. T'es comme, oui, mais ouvre l'armoire, comme c'est dans tous les produits transformés. Tu regardes, surtout au déjeuner, là, en Amérique du Nord. Les céréales. Oh mon Dieu! Les céréales, c'est pratiquement impossible de trouver une céréale à déjeuner qui a comme du sens nutritionnellement parlant. Les tests, là, il y avait les bartendes. Les bartendes, mais c'est ça. Il y en avait une, c'était avec le soleil, je sais pas si vous vous rappelez, là. On regardait là, en nutrition, justement, qu'est-ce qui passe les tests. Puis dans les bartendes, il y en avait une qui passait le test. Mais c'est ça, c'est les collations, c'est les produits, tout ce qui se trouve dans les produits transformés que les gens associent pas nécessairement ça à manger du sucre, même des fois les sauces. Tu sais, comme le ketchup. Il y a tellement de sucre dans le ketchup. Au final, tu additionnes toutes ces affaires-là au bout de ta journée, puis tu en as consommé quand même beaucoup de sucre, même si tu ne manges pas de dessert en tant que tel. Fait que pour moi, là, c'est encore une fois, c'est une opinion qui est personnelle. Je représente pas l'ensemble des diététistes, mais pour moi, une occasion de fête, comme un anniversaire, Noël, l'Halloween, ben il y a un gâteau, il y a du sucre, il y a du chocolat, c'est festif, c'est le fun. Puis mes efforts sont plus concentrés dans ça représente à quoi une alimentation dans ta vie quotidienne de tous les jours. C'est ça. Puis je pense que c'est quand même une opinion qui est partagée par beaucoup de collègues. Je veux dire, faut regarder le bigger picture, justement, de quoi a l'air ta semaine, de quoi ont l'air les mois, les années, puis de savoir profiter de ces moments-là pour après, que ce soit plus facile puis le fun. Surtout pour un enfant, parce que, tu sais, il y a des choses à l'âge adulte, tu peux dire comme, tu sais, j'aime pas vraiment ça, mettons, le glaçage à gâteau, mais je me souviens, quand j'étais petite, c'est le highlight, là, c'est comme, c'est ton gâteau, il est en forme de personnage, tu sais, c'est aussi comme tout l'événement qu'il y a autour. Puis là, de se dire que, ton enfant va à une fête d'amis, puis lui, tu lui donnes une compote de pommes. Moi, je me questionne sur peut-être émotionnellement, psychologiquement, le fait de comme... Ça part d'une bonne intention. Ça part tout le temps d'une bonne intention, par exemple. Ben, non, c'est ça, 100%. Mais dans les occasions, mais y a-tu vraiment... On dirait qu'il n'y a pas tant de gens qui... Tu sais, les exceptions, je pense que... En tout cas, moi, je connais pas des gens qui font... s'il y a beaucoup de gens qui font ça, comme donner des substituts à leur enfant. Oui, mais mettons, à une fin d'enfant, tu sais, c'est sûr que le J'en ai vu. Moi, j'en ai vu dans ma pratique, Beaucoup. Des gens qui vont dire, à ta fête, mettons, des pas de gens gâteau, qui sont peut-être trop dans l'extrême. Des gens à l'âge adulte, tu sais, je pense à des gens qui sont déjà venus me consulter qui, mettons, aujourd'hui, devant une boîte de Oreos, sont pas capables de s'arrêter parce que quand il ou elle était plus jeune, les parents ont fait beaucoup de restrictions. T'as pas le droit de, tu sais, c'est juste une pomme pour dessert. Dans les fêtes d'amis, ils pouvaient pas. Puis ça a fait que là, quand... Ils s'en vont à l'autre. Ouais, puis par exemple, souvent, un des points déclencheurs, c'est, ils ont déménagé en appartement, puis là, t'as plus personne pour contrôler ton alimentation. Et là, c'est là que ça part en folie. Fait que ça, c'est... J'ai pas de chiffre, mais je l'ai vu. Moi, c'est ça. Moi, c'est mes deux piliers, c'est ma mère et mon père. Ces deux-là, ils s'occupent, tu sais. Mais chez moi, je peux pas. Moi, si j'achète des pâtes d'ours puis que je les mets dans mon armoire, c'est... Mais ils vont comprendre, hein. C'est surprenant l'âge où ils vont comprendre qu'il y a des choses chez grand-maman et grand-papa qui n'ont pas à la maison puis ils diront pas, tu sais. Ouais, puis ça ils sont capables de faire la distinction dans, OK, là, c'est spécial. Ils vont pas nécessairement arriver à la maison puis dire, je vais en manger parce qu'ils en ont mangé chez tes grands-parents. Ça serait correct, là, je serais pas trop dans... Est-ce que je suis comme trop dans l'extrême? Ben, en fait,
tu sais, moi, j'aime beaucoup parler, puis on sort un peu du microbiote, mais ça fait quand même des beaux liens sur comment appliquer ça. Puis, est-ce que tu as déjà entendu parler du principe du partage des responsabilités? Pour l'alimentation. En gros, c'est que le parent décide le quoi, le quand et le où. Donc, toi, tu décides qu'est-ce que tes enfants vont manger. Fait que, tu sais, quand tu le mets tantôt, bon, ben là, c'est une pomme, du yogourt. Là, c'est tes choix. Ça, c'est tes choix à toi. Quand? Là, on va. C'est l'heure de la collation. Si tu manges pas là, on mange pas dans 15 minutes, c'est fini. Okay. Ouais, fait que le où. Fait que là, on est à la table de cuisine. Pas devant la télé. Exactement. Ça, c'est dans ton camp. Ça, c'est les responsabilités du parent. Et l'enfant, ça va être si oui ou non il veut le manger, puis quelle quantité. Ça, c'est une façon, en fait, qui est documentée pour aider justement cette gestion parentale, de faire en sorte que c'est toi la maman ou c'est le papa qui choisit justement, voici ce que tu vas manger, où et quand. Puis l'enfant, ça lui laisse la place de développer son autonomie pour apprendre à connaître ses signaux. Donc, tu sais, qu'on parle de quantité. Puis si oui ou non, il en veut ou non. Il en veut ou pas. Fait que ça, c'est ça. Comme puis les pas assiettes, faire de commentaires sur des choses comme finis ton assiette pour avoir un message. Exact. Mais aussi l'opposé. Un autre assiette, t'as donc bien faim, tu manges donc bien beaucoup. Tu sais, il y en a des moments de pic de croissance dans la vie d'un enfant où il va plus manger, mais ces genres de petits commentaires-là, des fois, qui sont très anodins, à un âge très jeune, peuvent laisser des cicatrices qui après se développent en troubles de comportement alimentaire dans le futur. Fait que c'est vraiment à l'enfant de décider la quantité d'aliments qu'il mange parmi ceux que toi, tu as décidé que tu en offres. Donc, le fait que tu y offres pas de pâte d'ours, ben c'est approprié. Il n'y en a pas. C'est ça, voilà. Hey, je veux bien, mon homme, mais il n'y en a pas. Mais il n'y en a plus, il n'existe plus, peut-être. Mais est-ce que... la compagnie a fermé. Elle a fermé, quand même. Ils sont partis. Ben oui. Mais est-ce que tu sais, on l'entend souvent, ça aussi, les assiettes. Ben là, on est dans une autre affaire, mais... on déroge sur le microbiote. Mais après, ça va être pour les choix liés au microbiote. Oui, non, c'est totalement pas après. C'est plus pour les gens qui, leur enfant veulent pas manger. Ils mangent pas. Fait que c'est là où est-ce que les gens sont comme, ben là, il faut qu'ils mangent. Oui, je comprends. Mais de là à finir l'assiette. Puis, tu sais, mon chum aussi, j'ai dit à Louis, j'ai dit, un enfant, ça se fera jamais, il va jamais mourir. Ben, s'il n'a pas faim, c'est parce qu'il a peut-être mangé beaucoup plus au dîner. Puis, un enfant, malheureusement, c'est comme, ben, pas malheureusement, en fait, heureusement, ils écoutent full leur corps. Là. Moi, je trouve qu'ils sont même mieux que nous. Mais surtout un bébé, en fait, on le perd. Ouais. À la naissance, tous les bébés naissent avec une capacité là, tellement précise d'écouter leur appétit, en grandissant que ces signaux-là, comme à cause de nous. Oui, des influences de l'environnement. Comment tu as été élevé, des choses comme ça, des commentaires. Puis après ça, c'est à l'âge, plus tard qu'on essaie de qu'on parle de se reconnecter avec les signaux d'appétit. Mais à la base, à la naissance, là, un bébé, ça pleure quand ça a faim. Là, ils savent quand ils ont faim. Fait qu'est-ce que les enfants, on irait dans le même sens? Moi, je suis vraiment quand même pas faim, elle n'a pas faim. Ça manger... Ou, ça serait quoi? Si tu veux dire un enfant refuse. Mettons le souper, tout le temps le souper, fait qu'ils veulent moi, pas manger. Je redonne la même assiette. Moi, dans le sens. Oui, moi, je vais jamais changer. Je vais jamais changer de repas. Puis là, c'est peut-être, c'est pas sans. Je comprends aussi la préoccupation de vouloir que ton enfant mange. Je suis du même avis que, écoute, des fois, on est malade, là, on n'a pas faim, on mange pas. Fait que là, on a tendance à penser que c'est des enfants, que c'est comme. Mais tu sais, même s'ils soupent pas puis ils déjeunent demain matin, tu sais, ça arrive des fois qu'ils n'ont juste pas faim. C'est normal. Mais là, pour moi, tu sais, si, mettons, l'enfant décide qu'il veut pas manger le souper, ben c'est OK, tu peux t'en aller, tu peux jouer, mais s'il n'y a pas de collation après, c'est ça le repas. Si tu reviens après puis tu as faim, je te redonne ton assiette. C'est ça. OK, parfait, c'est ça qu'on fait. Bravo. Puis là, microbiote. Parce qu'on après, je trouve que. Non, mais pour vrai, cette parenthèse-là, je l'ai laissée aller parce que je la trouvais full pertinente, justement. Parce que. Mais c'est ça, puis ça fait partie, justement, des comment appliquer des décisions dans notre quotidien concrètement. Puis, tu sais, le cas, justement, avec tes enfants où tu te questionnes pour, je veux prendre soin de mon microbiote, je veux offrir le meilleur à mes enfants parce que, tu sais, je rappelle ce que tu as dit au début, ce qu'on fait dans les premières années de vie ont énormément d'importance. Exemple, les choux de Bruxelles, si tu veux que tes enfants en mangent, mais que tu le forces puis tu mets tellement d'efforts pour le convaincre, il va pas le faire. Tu sais, chez les enfants qui sont très difficiles, des fois, là, on peut commencer aussi léger que de juste le tolérer dans l'assiette.
Fait que tu le forces pas. Mettons, tu sais, exemple que tu as un enfant qui est super difficile puis il mange pas de légumes, puis là, tu veux lui faire manger des légumes pour son microbiote. Des fois, il faut partir aussi loin de juste laisse-le dans ton assiette, t'es pas obligé de le manger. Puis là, à un moment donné, ça va arriver. Puis là, éventuellement, il va commencer à être touché. Puis ça se peut, il va manger les autres choses, mais tu sais, tu continues. Ça peut prendre jusqu'à 20 expositions au même aliment juste pour qu'un enfant décide d'y goûter. 20 fois. Fait qu'il faut pas juste donner du poisson 2 fois puis dire il aime pas ça. Non. Tu continues, mais tu le forces jamais à y goûter ou à en manger. Puis éventuellement, peut-être qu'il va y goûter par lui-même. Puis là, c'est important de pas faire une scène. Tu ignores qu'il vient d'y goûter. Parce que là, si tu fais « Wow, tu y as goûté! » là, ça pourrait être « Non. » Fait que tu fais juste ignorer, puis éventuellement, il va le manger. Mais tu sais, si ça fait comme une 20aine de fois, là, tu peux conclure peut-être qu'il aime pas ça pour vrai. C'est bon. Mais c'est bon. Faut pas se décourager. Puis, anyway, le microbiote est relié au stress, puis à tout ça. Fait que le stress, c'est pas bon pour le microbiote. Le microbiote. Si toi, t'es stressé sur comment nourrir ton enfant, ça influence négativement ton régal. Voilà, je suis bien. Tout va bien. Tout va bien. Sinon, écoute, moi, les 2 derniers petits points, parce que je vois le temps qui file, mon Dieu, quelle discussion passionnante. Puis Alex, tu me diras si c'est trop compliqué à répondre avec l'état de la science actuellement, mais je sais que... Tu peux que ma curiosité. Non, mais il y a beaucoup de tests qui sont commercialisés pour fais caca dans un petit pot, envoie-le. Est-ce que ces tests-là sont légitimes? Est-ce que c'est pertinent pour le grand public? Là, il y a un contexte de recherche, mais il y a beaucoup de marketing autour de ça. Est-ce que l'état de la science actuelle nous permet de dire si ces tests-là sont pertinents? Au niveau, là, ce qui se passe en laboratoire, les compagnies comme ça ont les mêmes outils que dans un laboratoire de recherche. Là, le premier problème qu'il peut avoir à une compagnie comme ça, ce principe-là, je veux dire, c'est souvent au niveau du transport. Fait que oui, ils vont analyser les matières fécales, sauf que c'est... si tu envoies ça par la poste et que c'est pas congelé immédiatement, comment ça a été transporté, rendu au laboratoire, ça peut hautement influencer les résultats que tu vas obtenir. Donc là, ça peut dépendre du type de compagnie. Est-ce qu'ils fournissent un emballage qui permet de préserver l'intégrité de l'échantillon? Parce que si tu fais juste envoyer un échantillon comme ça, ils vivront pas les bactéries. Tu seras même pas capable de l'observer. Tu sais, nous, là, on doit idéalement, dans le meilleur des cas, il faudrait que les gens même fassent leur échantillon au laboratoire puis qu'on le congèle à moins 80 immédiatement. On n'est pas capable de faire ça parce que qui est capable d'aller aux toilettes sur demande? Là? Fait qu'on leur fait faire à la maison avec un kit spécifique, puis ils le mettent dans des récipients congelés dans leur congélateur, qui est à moins 20, un congélateur de maison. Puis même là, c'est pas aussi idéal que si ça avait été flash freeze à moins 80. Fait que là, il y a cet aspect-là. Donc, qu'il faut comprendre que peut-être ton échantillon ne sera pas aussi valide, le résultat que tu vas avoir. Par contre, les tests qui sont faits là, dépendant de ce que tu payes pour, c'est probablement les mêmes qui sont faits en laboratoire de recherche. Là où il y a un problème, c'est si cette compagnie-là, ensuite, t'offre des conseils ou des choses comme ça. C'était intéressant à juste voir, voici l'image de mes bactéries, la diversité. OK. Mais n'importe quelle compagnie, selon moi, qui prétend pouvoir offrir comme à ce jour des recommandations nutritionnelles super précises en fonction de ton microbiote, c'est un red flag. Je pense pas qu'on est là en matière de science à ce point-ci. On est encore à découvrir... on est encore à découvrir le rôle du microbiote dans plein d'aspects. De là à dire, parce que tu as telle bactérie, il faudrait que tu fasses ça. C'est le rêve. On aspire à se rendre à là. Je crois personnellement que de notre vie, on va le voir parce que le but avec le microbiote, il y a beaucoup de financement en recherche qui va vers ça. Ça serait qu'un jour, on puisse prendre une analyse justement de ton microbiote puis l'analyser un peu comme on fait avec du sang pour diagnostiquer une maladie, mais on pourrait analyser tes risques de prévenir certaines maladies. Imagine-tu si on peut savoir d'avance que tu as un microbiote qui ressemble à des gens qui ont l'Alzheimer, par exemple. Puis que là, on puisse pouvoir faire des changements à ton microbiote pour faire en sorte que de changer ton parcours vers la maladie, ça serait le rêve. C'est ça l'objectif qu'on veut se rendre avec la technologie un jour du microbiote, mais on est loin de ça aujourd'hui. Ben écoute, ça répond bien à la question. Ça répond très bien là-dessus. Je rêve du jour où on va pouvoir faire ça. Puis il y a aussi les gens qui se font leur propre transfert fécal. Il y a de plus en plus. Fait que je sais même pas en termes de légalité. Non, mais non, c'est ça. Comme ça, on en a pas parlé.
On n'en a pas parlé, mais chez les souris, là, ça fonctionne vraiment. Là. Oui, de transférer le caca. Oui, en fait, là, ce que des études ont fait, c'est, exemple, ils ont pris des gens puis ils leur ont fait des tests. T'sais, par exemple, là, je pense aux réponses glycémiques, là, qui est comment ton corps prend en charge le glucose. Puis là, je l'ai fait, mettons, toi, Joanie. Là, je t'analyse, je fais ça, j'ai cette valeur-là. Je prends un échantillon de ton microbiote, fait qu'un échantillon fécal, et je la transfère à une souris stérile, qu'on appelle germ-free, qui n'a jamais été en contact avec aucun microbe. Et je mets ton microbiote dans ses intestins. Et là, je lui fais passer le même test que je t'ai fait passer. Puis on remarque, les souris imitent, dans le fond, pas imitent, mais l'effet est pareil. Une souris obèse, tu mets à une autre souris qui n'est pas obèse, elle va devenir obèse. Ben, dans certains gènes, il peut avoir des... Ben c'est fou, mais l'humain, ce que j'avais entendu, c'est qu'il n'y a pas toutes les compatibilités. C'est vraiment compliqué. Là. C'est pas facile de même. Non, c'est extrêmement compliqué. Puis aussi, là, on parle d'une souris qui était sans germe. C'est germ-free. Ouais. Après ça, est-ce que l'effet... C'est le même quand tu prends quelqu'un qui a déjà un microbiote puis tu essaies de lui... Ouais. Ça n'a pas été, à ma connaissance... pas été faite encore. Là, je me questionne au point de vue éthique. Tu sais. Mais je pense que j'avais vu un épisode de Grey's Anatomy qui parlait de ça. Ça avait déjà été. Moi, j'en entends beaucoup dans les podcasts. Là, chez l'humain, dans certaines circonstances. Oui, aux États-Unis. Oui, c'est des cas cliniques isolés. Pour vrai, je pense qu'on pourrait continuer pendant des heures. C'est tellement un sujet passionnant. Vous êtes super passionnante à écouter. Pour terminer, j'aimerais vous poser chacune la question. Toi, Alex, avec ton expertise, tes années de recherche, là, à la lumière de la discussion qu'on a eue, ce serait quoi une chose que tu aimerais que les gens retiennent de ce qu'on a discuté? Bien, je pense que je l'ai déjà dit. Utilisez pas ce qu'on a dit aujourd'hui dans 10 ans comme étant une source d'information. C'est bon, ça. Parce que j'espère que dans 10 ans, on va avoir encore plus évolué. C'est juste moi, au courant, le temps que ça l'a pris faire mon doctorat, 7 ans. Ça a été... c'est énorme, la quantité de connaissances qui a été acquise pendant cette courte période de temps-là au niveau du microbiote. Fait que j'espère que dans un autre 10 ans, là, on va être encore plus avancé vers le but ultime, que ça puisse aider à changer peut-être notre parcours de maladie, des choses comme ça. Puis toi, Joanie, à la lumière de la discussion, est-ce qu'il y a des choses qui ont marqué ton esprit? Ton personnage. Non, moi, je suis comme captivée. Je suis vraiment un allié. Je suis pas là-dedans, mais je suis une alliée vraiment à ce que vous faites. Mais je salue ton initiative d'avoir pris un cours à l'Université Laval, t'as dit, je pense. Moi, j'étais comme tout ce que je peux avoir. Puis c'est ça, moi, ce que je souhaite après aujourd'hui, c'est que s'il y a des professionnels de la santé qui nous écoutent, qui savent pas c'est quoi le microbiote, de s'informer parce que ça peut avoir un lien avec plein de choses dans notre santé. Fait que je pense que tous les professionnels de la santé, puis même de tout, devraient quand même s'informer sur le microbiote intestinal, le microbiote buccal, de toutes les sortes de microbiotes. Oui, on n'a pas parlé, mais c'est aussi un autre, le microbiote buccal, c'est un autre champ d'intérêt. C'est un bon lien avec tout. Là, ça commence là, puis mais important, je pense, de se renseigner sur ce sujet qui est en ébullition. J'aime ton souhait. C'est vraiment être curieux. Être curieux, j'aime tellement ça. On va lancer ça dans l'univers. Oui, dans le cours, il y avait des docteurs, puis le professeur était comme content, il était comme on voit que l'engouement, puis on n'est pas là. Pourquoi qu'on n'est pas là, qui n'analyse pas le microbiote, c'est que les docteurs, ils n'ont pas eu un cours là-dessus. C'était pas... Non, c'est récent. Mon docteur, je parlais de microbiote, elle était comme, c'est quoi ça? Ben, elle était comme, puis quand c'est sorti, c'était très aussi, pas confrontant, mais comme... C'est un gros boom. Oui, c'était comme, OK, là, ça pourrait expliquer des choses qu'on pensait être définitives, que c'est ça l'explication médicale qui mène à telle condition. Puis là, tu amènes cette composante-là de... By the way, tout ce qu'on savait là-dessus, ben peut-être que c'est pas ça. Peut-être que c'est expliqué par autre chose. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est un bon mot d'ordre, justement, dans un domaine qui est autant en ébullition, d'être curieux. D'être sceptique, puis aussi, justement, de... Continuer d'apprendre parce que ça évolue le temps. Merci beaucoup à vous deux. C'était super le fun. J'ai apprécié. Merci à toi. Vraiment agréable. Joanie, où te suivre pour les recettes de smoothies? Écoute, Instagram, Sexe Oral, on le suit partout. Alex, je sais que t'es j'ai aucune vie publique. Dans le sens, non, on peut pas me suivre sur les réseaux sociaux. Non, vraiment. Je garde ça pour le... Si tu vas sur mes réseaux sociaux, c'est des photos de mon chien puis de mon enfant. Là, pour la famille, les choses comme ça. Mais non, j'ai pas... Est-ce que les gens veulent j'ai un LinkedIn puis un ResearchGate, mais c'est ça.
Je me concentre comme j'ai pas de vie médiatisée, donc c'est plus. Mais merci d'avoir pris le temps de venir dans l'œil des médias. Quand c'est sur mon domaine de recherche, ça m'intéresse. C'est fun. C'est vraiment plaisant. On en fait un autre. Ben oui, je reviendrai. Avec plaisir.